Bien, bonsoir à tous. Nous commençons donc ce soir les 4e souffleurs d'avenir et avec des têtes connues et reconnues qui reviennent. L'essayer une fois, c'est c'est avoir envie de revenir. On l'espère et c'est surtout ce qu'on veut faire. Donc, je vais pas être plus longue. Je vais remercier Elsa d'animer la table ronde de ce soir. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, très calmement et très sereinement, je vais retourner à ma place. C'est bon ? C'est parfait. Quel timing de précision. Donc, bonsoir à tous. Merci d'avoir obtempéré sur mon petit message logistique. Avant de parler de sobriété heureuse, on va parler juste du fait que je suis très heureuse, avant même d'être sobre. Après, je le serai un peu moins, je pense, ce soir. Mais voilà, je suis très, très heureuse de revenir pour la 2e fois ici à Biot. Ce festival, c'est vraiment un festival de cœur pour moi, qui m'a ouvert les yeux sur beaucoup de thématiques. Et encore cette année, ça n'arrête jamais. Mais jusqu'où va-t-on aller, en fait, à Biot ? Vous dire qu'il est urgent d'être un souffleur d'avenir, de plus en plus. C'était déjà... Je pense que ça le devient de plus en plus. Le côté positif des choses, c'est que ça progresse dans notre société, qu'on a évidemment des nouveaux modèles de société qui sont prouvés et éprouvés à certains endroits, et qu'on parle beaucoup plus de transition écologique, de vivre mieux, de slow aussi, ça on en parlera avec Chloé, de prendre le temps aussi de ralentir. Alors ça paraît quand même un peu étrange, cette façon de formuler les choses. Mais voilà, donc ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais m'éclipser. Après, je ne ferai que poser des questions et on entendra surtout mes interlocuteurs de qualité pour discuter de cette sobriété heureuse. Donc on va faire un petit tour de table. Je vais d'abord parler de Nelly Ponce. Alors Nelly, qui est voilà, reconnaissable à sa formidable jupe jaune, comme ça on le saura. Voilà, donc Nelly, elle a eu plusieurs vies. Elle a été danseuse, puis assistante de Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, j'imagine, ça parle à tout le monde. Voilà, très bien. Si ça ne parle pas, Nelly en parlera tout à l'heure un peu plus pour ceux qui ne sont pas encore familiers de ce haut personnage. Directrice de Terre et Humanisme aussi, et puis auteur du livre Choisir de ralentir, et débuter son potager en permaculture, et que vous retrouverez aux éditions Actes Sud Kézen, si je ne me trompe pas. Voilà. Ensuite, nous avons Mathilde Ramadier. Voilà, Mathilde à lunettes. On pourra la distinguer donc de Chloé, parce que comme il n'y a pas de badge, histoire que vous sachiez un peu. Bah voilà, très bien, merci, ça fait un signe distinctif, c'est parfait. Qui est donc auteur de livres, bienvenue dans le Nouveau Monde, notamment, qui a été un peu un pamphlet, on va dire, contre le côté obscur des startups d'aujourd'hui, notamment à Berlin, et puis surtout qui est très familière du philosophe Arne Naess, qui lui aussi a prôné la sobriété heureuse, un peu avant l'heure quelque part, et on en reparlera justement dans cette table ronde. Et puis on a un homme, vous voyez, c'est la première fois qu'on a non pas la parité, mais à l'inverse, beaucoup plus de femmes représentées, ce qui n'est pas pour me déplaire, je ne vous cache pas. Donc nous avons Baptiste Milondo, qui est enseignant en économie et philosophie politique, partisan de la décroissance et du revenu universel. Et ça aussi, on en parlera justement, associé à la sobriété heureuse. Et pour finir, Chloé Blin-Maginot, qui est co-créatrice, je vais y arriver, du concept Une vie slow, créatrice de la parentalité slow aussi. Ça aussi, c'est un sujet qu'on abordera. Co-créatrice de plein de choses, en fait, Chloé. Et puis surtout, co-créer. Et ça, moi, j'aime bien quand on co-crée. C'est bien, on crée ensemble, c'est parfait. Co-créatrice du programme GEM, gestion des émotions et des échanges dans les milieux éducatifs. Et puis du salon des parents parfaitement imparfaits. Voilà, on parlera de tous ces sujets. Alors la première question, là, le premier grand thème en fait auquel j'ai envie de me confronter, c'est qu'on définisse un peu ce que c'est que la sobriété heureuse. Parce que même si cela fait 2 fois que je viens à Biot et que je suis très sensible à ces thématiques-là, je vous cache pas que quand mon sujet est tombé, je me suis interrogée, j'ai voulu savoir. Et je pense qu'il y a peut-être Nelly qui pourra nous répondre sur ce sujet-là, puisque Nelly, vous avez travaillé étroitement avec Pierre Rabhi, qui est à l'origine même du terme en fait, sobriété heureuse. Qu'est-ce que ça veut dire exactement la sobriété heureuse ? Oui, bonjour. Merci. Effectivement, j'ai eu la chance d'être aux côtés de Pierre au moment où il écrivait ce livre, et notamment j'étais son assistante littéraire, donc j'ai aussi beaucoup travaillé sur ce livre. Il faut savoir que le concept et l'idée ne vient pas de Pierre, hein. C'est vraiment quelque chose qui s'est appelé la simplicité volontaire. Il y a eu énormément de travaux qui ont été faits avant. Lui, ce qui lui tenait à cœur quand il a abordé ce sujet et vraiment posé ces 2 termes ensemble, sobriété heureuse, et même il a posé vers la sobriété heureuse, qui est quelque chose que j'aime bien parce que ça montre un chemin, une direction vers laquelle on veut aller et non pas un carcan dans lequel on va s'enfermer.
Donc sobriété, simplicité, on est dans une forme de réveil, de critique par rapport à notre société de consommation productiviste. Bon, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a pu entendre dans les courants de la décroissance. Et ce qui ne lui plaisait pas dans l'idée de la décroissance, c'est que le terme lui-même, et puis surtout dans l'inconscient collectif, ça véhiculait quelque chose de l'ordre de la frustration. C'était le retour en arrière, c'était la chandelle, c'était la privation. Et donc, il a préféré prendre le contre-pied avec un terme qu'il trouvait beaucoup plus positif, avec la jonction de l'adjectif heureux à la sobriété. Donc, la sobriété heureuse. C'est quoi ? C'est beaucoup de choses. Je pense qu'autant d'individus, autant de définitions. C'est en perpétuel mouvement aussi par rapport à l'évolution de notre société. On va dire que ça sera une façon de cultiver un mode de vie forcément peut-être plus simple dans l'idée où on ne sera pas aux prises avec cette consommation effrénée qui nous pousse à faire rentrer de plus en plus d'argent dans nos vies et donc de travailler de plus en plus. Vous voyez cette espèce de cercle vicieux là, vous voyez tous, on achète quelque chose, puis fuite en avant. Mais c'est une fuite en avant. On achète quelque chose, c'est super, on est content, puis 3 mois après, il y a un nouveau modèle qui sort et puis surtout cette chose-là, il faut l'assurer, puis il faut accessoirement la réparer, bon voilà, racheter plutôt. Souvent on rachète plus qu'on répare. Racheter. Moi, mon imprimante est tombée en panne il y a 2 semaines et c'était le grand désespoir. J'ai téléphoné au réparateur qui m'a dit non, enfin achetez-en une autre quoi, ça vous coûtera moins cher. Voilà. Donc ça parle de ça en fait, de la sobriété, tout simplement pour donner un exemple concret. Et heureuse, c'est cette idée que finalement, cette façon que nous avons de consommer, de surconsommer, est quelque chose qui ne nous rend pas nécessairement heureux. On n'a qu'à regarder autour de nous. Et Pierre Rabhi est un homme qui vient du désert. Il est né dans une oasis au Sahara. Et il s'est amusé dans ce livre à comparer un petit peu, le sens de la communauté qu'il pouvait y avoir dans sa communauté d'origine, et puis cette vie simple qui générait des êtres souvent relativement sereins, et ce qu'il a pu connaître dans le monde moderne. Donc, sobriété heureuse. Voilà. Alors justement, vous en parliez, Nelly, tous ces constats qui ont été faits que la surconsommation rendait pas forcément heureux. Il y a des études en économie qui prouvent ce genre de choses, Baptiste. On peut peut-être en parler. Sur quel constat, en fait, on se fonde? Parce que on pourrait très bien imaginer que finalement, ça sort du chapeau, c'est un constat philosophique. Voilà, on n'est pas plus heureux parce qu'on surconsomme. Mais non, il y a aussi derrière des vraies théories économiques. Ouais, il y a eu quelques. Alors déjà, bonsoir à tous. Il y a eu quelques études, enfin pas mal d'études, de plus en plus d'études à l'arrivée, dans le champ qu'on appelle l'économie du bonheur, qui mettent en évidence ce qu'on appelle le paradoxe de l'abondance, ou paradoxe d'Easterlin, du nom de Richard Easterlin. C'est le premier économiste à avoir planché sur la question, et qui dans les années 70 a mis en évidence une décorrélation, relative entre PIB, augmentation de la richesse nationale, et indice de bonheur déclaré, donc au niveau de satisfaction, on va dire des habitants des pays. Et donc il s'apercevait que le PIB augmentait et que dans le même temps, il y avait une stagnation, voire une baisse de la santé sociale ou de l'indice de bonheur déclaré. Donc c'est ce qu'on a appelé le paradoxe de l'abondance. Donc pour vulgariser un peu, ça veut dire le pays devient plus riche, économiquement parlant, donc il y a une croissance, tout va bien, mais en fait les gens sont... Il y a débat. Ah pardon, autant pour moi. Et de l'autre côté, en fait, la population n'est pas pour autant plus heureuse. Elle ne sent pas les bénéfices de cette richesse. Alors c'est un peu plus compliqué. Alors on s'aperçoit que dans l'ensemble, la population se déclare pas plus heureuse. Individuellement, lorsque notre revenu augmente, on est plus heureux. Mais collectivement, ça n'a pas d'impact sur la moyenne. C'est pas parce qu'on habite dans un pays plus riche qu'on est plus heureux que dans un pays moins riche. Alors je dis bien moins riche, pas pauvre, mais moins riche. Donc voilà, c'est ça, les paradoxes dans le paradoxe, c'est tout ça. Et donc après les explications, on a plusieurs pistes. Alors j'en résume 4 brièvement. La première piste, c'est l'accoutumance à la richesse. L'accoutumance à la richesse, un peu le syndrome de l'enfant gâté. On a un nouveau jouet, on est super excité pendant 2-3 heures, et puis après ça retombe. Et finalement, on revient à notre niveau de félicité antérieur. Donc ça, c'est ce qui peut expliquer aussi ce paradoxe de l'abondance. Ensuite, on a la question de la tyrannie du choix, ou tyrannie du multi-choix, avec l'idée que dans une société de croissance, on a profusion de biens. Et le problème, c'est que avec le choix vient l'embarras du choix. Donc le gros souci, c'est l'angoisse. Souvent, je parle à mes étudiants de l'angoisse qui peut vous saisir, qui me saisit personnellement quand je rentre dans un hypermarché, ce que je fais rarement, mais je rentre dans un hypermarché et je vais au rayon produits laitiers et je vois un rayonnage immense et il faut choisir parmi tout ça avec des consistances différentes, des saveurs différentes, etc. Et une fois que je sors de ce rayon-là, je rentre dans un autre rayon où il faut faire exactement le même choix parmi une multitude d'articles. Et le souci,
c'est que plus on a le choix, plus on est obligé de renoncer à certaines options et moins on est sûr d'avoir fait le bon choix. On a de plus en plus de chances de regretter son choix. Donc ça, c'est ce qui peut expliquer aussi la perte de bonheur finalement qui peut accompagner une augmentation du choix. Et puis ensuite, deux autres explications, alors qui me semblent encore plus correspondre à ce que nous vivons. Il y a la question de l'accélération du temps, l'accélération du rythme de vie, alors donc ce dont tu parlais, Nelly. Accélération du rythme de vie qui accompagne aussi la croissance. Le raisonnement étant que, en gros, on produit toujours plus. Malgré tout, les journées ne durent que 24 heures, toujours. Et on a toujours plus de choses à faire. En termes de services auxquels il faut accéder, en termes de biens qu'il faut acheter. Et donc, du coup, ça entraîne une compression du temps qui nuit à l'expérience qu'on peut avoir de la vie en général, on va dire. Et puis la dernière explication sur laquelle je m'attarde un tout petit peu plus, c'est la question de la compétition positionnelle. Là, j'ai traduit un livre il y a quelques années sur cette question-là de Fred Hirsch, qui était un économiste qui a écrit donc ce livre Les limites sociales de la croissance en 1976, un peu après le rapport du Club de Rome sur les limites de la croissance. Et donc lui disait, alors il n'était pas écolo, mais il disait juste après le Club de Rome, en fait, on s'en moque de ce que raconte le Club de Rome. Le Club de Rome nous dit au milieu du 21e siècle, on arrivera aux limites physiques de la croissance. On a déjà atteint les limites sociales de la croissance. Donc ça sert à rien de se projeter à un peu moins d'un siècle. En 76, on a déjà atteint les limites sociales de la croissance. Et ce qu'il voulait dire, c'est que passer un certain seuil de richesse, donc ce qui rejoint le paradoxe d'Historine, passer un certain seuil de richesse, l'économie change. Et on passe de l'économie matérielle à l'économie positionnelle. Et dans l'économie positionnelle, ce qui compte le plus, c'est le standing qu'on va obtenir à travers nos actes de consommation, notre revenu, etc. Or, une fois qu'on est rentré dans l'économie positionnelle, la croissance devient un jeu à somme nulle, voire à somme négative. Et il prend je prends encore quelques minutes pour le temps que vous voulez préciser ça. Parce que moi, j'apprends plein de choses. Il prend une mais... image que je trouve lumineuse. Il prend l'image de la salle de concert ou du stade de foot s'il y a des footballeurs. Donc, faut vous mettre dans la situation, vous êtes dans la salle de concert, dans la fosse, et il y a quelqu'un juste devant vous qui est plus grand que vous, et vous voyez pas la scène. Ne voyons pas la scène. Le drame. Du coup, dans ce cas-là, on se met sur la pointe des pieds et on voit la scène. Mais en se mettant sur la pointe des pieds, on bouche la vue de celui qui est juste derrière nous, qui se met sur la pointe des pieds, qui bouche la vue de celui qui est, etc., etc. Et à la fin du processus, nous dit Fred Hirsch, tout le monde est sur la pointe des pieds et personne voit mieux qu'au début. Et il dit la croissance, c'est exactement ça. La croissance, c'est chacun essaye de dépasser les autres et tout le monde s'épuise à essayer de dépasser les autres. Et c'est un jeu à somme nulle, au mieux, mais sans doute à somme négative, puisqu'à la fin du concert, tout le monde a des crampes. Et c'est aussi pour ça que le collectif est si mis à mal. Parce que c'est très individuel comme façon d'être. Précisément, la compétition positionnelle, ça conduit à considérer tout le monde comme des concurrents. Et donc, ça nuit au lien social. Ça contribue aussi à l'accélération du rythme de vie. On a moins de temps à consacrer aux autres parce que il faut toujours chercher à gagner davantage que les autres pour pouvoir les dépasser. Et donc, c'est ça qui peut expliquer aussi la perte de bonheur qui accompagne le processus de croissance. Alors, pour résumer juste, il y en avait 4, moi j'en ai gardé 2 en tête. Donc est-ce qu'on peut revenir sur les 2 autres pour que ce soit bien clair pour tout le monde? Moi j'ai la tyrannie du choix. Tyrannie du choix, accoutumance à la richesse, accélération du rythme de vie et compétition positionnelle. Alors je dis un dernier mot, une autre image. Les images, ça parle toujours dans cette sur la compétition positionnelle. Un des arguments qu'on pourrait utiliser pour défendre la croissance, malgré tout, c'est de dire, certes, admettons l'histoire de la salle de concert, etc. N'empêche, la croissance, même si les derniers restent les derniers et les premiers restent les premiers, la croissance permet tout de même d'avancer et de faire avancer tout le monde. Donc c'est un peu comme une colonne militaire en marche. Et l'avant-garde restera toujours l'avant-garde, l'arrière-garde toujours l'arrière-garde, mais dans quelques années, l'arrière-garde aura accès aux biens et services auxquels aujourd'hui l'avant-garde a accès. Sauf que, nous dit Fred Hirsch, en fait, c'est comme si cette colonne militaire en marche marchait sur un tapis roulant actionné par ses propres pas. Autrement dit, peut-être que dans 50 ans, tout le monde aura une Porsche. Peut-être. Bienfait de la croissance. Sauf que si tout le monde a une Porsche, ça sert plus à rien d'avoir une Porsche. Encore une fois, compétition positionnelle. L'intérêt dans la Porsche, c'est qu'on est quelques-uns à en avoir une. Enfin, pas moi en l'occurrence, mais quelques-uns en avoir une. Et donc, si tout le monde se met à en avoir une, ça ne sert plus à rien. Donc, la promesse de la croissance, finalement, donc bientôt, la satisfaction que tirent les plus riches de la consommation sera offerte à tout le monde. En fait, c'est une promesse trompeuse.
qui serait peut-être plus malin, c'est que quelqu'un invente des salles de concert où justement tout le monde peut voir sans avoir besoin de se lever, non? Précisément, en fait, la réponse plutôt que de chercher la croissance, et c'est pour ça que ici tout le monde voit, personne n'est embêté. Bah voilà, faut s'inspirer de Biot en fait. Ouais, la sobriété heureuse, c'est une question essentiellement d'organisation sociale. Donc effectivement, au pire, si on n'a pas des gradins, on met les grands derrière, les petits devant. On réfléchit en fait. On réfléchit un peu avant. Justement, on va réfléchir, mais on va faire un bond dans le temps, dans les années 70 avec Mathilde, parce qu'il y a ce concept de sobriété heureuse, il avait déjà été largement évoqué, défloré par Arne Næss, qui est un philosophe norvégien que j'ai découvert en travaillant sur votre dossier, Mathilde. Mais on peut en parler, justement, c'était quoi les grands principes d'Arne Næss? Parce qu'on a l'impression que c'est assez nouveau avec l'émergence de Pierre Rabhi aujourd'hui, depuis 5-10 ans, mais en fait, c'était quand même aussi... très ancien. Oui, alors Arne Næss est un philosophe norvégien qui est très connu dans son pays et plus largement en Scandinavie, ainsi qu'à Berkeley, puisqu'il est allé donner des cours dans les années 60-70 en Californie, et en général, quand on passait en Californie dans les années 68, ça laissait des traces. Et en fait, j'ai découvert ce philosophe par un biais détourné, pas du tout par le biais de l'écologie, mais parce que j'allais souvent en Norvège. Et mes amis m'ont rapidement parlé de lui. Alors lui, pour le coup, il a un parcours différent de celui de Pierre Rabhi. Lui, il est né en Norvège, donc qui est un des pays les plus prospères du monde, qui a plein de pétrole, etc. Sauf qu'il est né en 1912. À l'époque où la Norvège était encore un pays plutôt modeste, qui vivait essentiellement de la pêche. Et il est mort en 2009, donc à l'âge de 96 ans. Et il est l'exemple vivant que on peut avoir une vie extrêmement riche, extrêmement heureuse, tout en restant sobre, c'est-à-dire en ne courant pas derrière les heures de travail, en ne courant pas derrière une vie de bureau compétitive. Il a réussi à faire pendant toute sa vie ce qui lui plaisait, en passant souvent d'une discipline à une autre. Et en fait, ce qui m'a intéressée dans son œuvre, c'est de voir à quel point l'écologie, la pensée écologique dans sa vie a émergé suite à toute une série de passions différentes. Il a failli être psychanalyste, il était à Vienne dans les années 30, il s'est fait analyser par un disciple de Freud, il était prof de psychologie, donc à Berkeley et à Oslo, c'était un spécialiste de Spinoza, puis il a découvert Gandhi, donc il s'est intéressé au mouvement, aux manifestations non violentes. Il en a organisé plusieurs, et c'est de là qu'est né son engagement. Mais également, il était alpiniste de renom. Et alors lui, il parlait pas de sobriété heureuse en ces termes-là, mais il invitait les gens à fouler la terre avec légèreté. Et donc dans cette image-là, on voit tout de suite qu'il y a un double sens. Ça veut dire à la fois vivre sur terre et se comporter de façon à ne pas laisser de traces. Donc ça fait référence à l'empreinte écologique, mais ça veut dire aussi vivre avec légèreté, c'est-à-dire vivre joyeux, sans se laisser plomber par les contingences, on va dire, du quotidien. Et c'est un homme qui a croqué la vie jusqu'à la fin. On trouve encore des vidéos de lui en train de s'essayer au roller dans les rues d'Oslo à 90 ans passés, à escalader des rochers, à jouer. Et dans les années 70, il a développé... Alors d'abord, il a lu un livre qui l'a bouleversé. C'était Le Printemps silencieux de Rachel Carson. Et il a ensuite développé un mouvement. Alors, il préférait toujours parler de mouvement plutôt que de concept ou de courant de pensée, parce qu'il voulait vraiment éviter tout dogmatisme. Le mouvement de l'écologie profonde. Alors, pourquoi profonde? Tout simplement par opposition à ce qu'il nomme l'écologie superficielle, et qui est en fait l'écologie mise en place par nos gouvernements en Occident, et qui viserait, selon lui, selon beaucoup de gens ici, je pense aussi, à servir avant tout les intérêts des pays les plus riches, c'est-à-dire réduire la pollution à court terme, faire du tri, mais pas non plus repenser la façon dont on crée des emballages, etc., etc. On pourrait trouver plein d'exemples. Je pense que vous avez saisi ce que l'adjectif superficiel induit. Et donc l'écologie profonde, à l'inverse, c'est une réflexion philosophique complexe, mais qui inclut aussi toutes les sciences. Il prônait aussi un travail ensemble, faire en sorte que tous les scientifiques travaillent
travaillant ensemble, pour repenser avant tout la place de l'homme dans la nature et la façon dont l'homme peut se positionner dans la nature, c'est-à-dire de cesser d'avoir une vision anthropocentrée, donc qui met l'homme au centre de tout et qui prend la nature comme un moyen, mais de penser les intérêts de l'homme comme étant les mêmes que ceux de la nature. Alors, ce qui est un peu triste, c'est qu'il a été mal lu et mal interprété, Arne Naess, notamment en France, ce qui contribue à expliquer le fait qu'il est très peu connu. Moi, quand je l'ai découvert en 2012, il y avait seulement 2 de ses livres qui avaient été traduits en français, aux éditions du Dehors et aux éditions Wild Project. Et ce qui contribue à cela, notamment, c'est Monsieur Luc Ferry, qui a publié en 1992 Le Nouvel Ordre écologique. Voilà, tout le monde se marre. Et il taxait Arne Naess d'extrémiste vert. Et d'anti-humaniste, puisque en gros il le caricaturait en disant ben voilà, si vous écoutez Arne Naess, il faut laisser crever les gens qui ont faim et les intérêts de la nature passent tout le temps avant ceux de l'homme. C'est une mauvaise lecture, encore une fois, puisque en fait Arne Naess ne cesse de dire que les intérêts de la nature sont ceux de l'homme et vice versa, qu'on fait partie d'un grand tout qu'il a nommé le soi avec un S majuscule, qui est donc la prolongation du soi individuel. Et il dit, évidemment, quand on lit un peu plus dans le détail, que évidemment on a le droit de tuer un moustique si le moustique s'apprête à nous piquer. Par ailleurs, il était même pas, si j'ose dire, végétarien, mais il prônait tout simplement une consommation raisonnée de viande. Voilà, donc moi en l'occurrence j'ai trouvé que c'était un personnage très inspirant, très abordable, qu'on peut arriver à suivre facilement. On peut s'identifier assez vite à lui et en fait par la joie, toute cette joie qu'il apporte, j'ai pensé que c'était une figure qui mérite d'être connue aujourd'hui, où on a besoin de voir l'avenir avec un peu plus de joie et de légèreté. Chloé, on m'entend quand je dis Chloé? Très bien. Maintenant parce que vous faites bien. Ah, d'accord. Donc Chloé, vous avez transformé, ou plutôt vous fait dériver un peu ce concept de sobriété heureuse en accent plutôt sur l'aspect de ralentissement, de slow, de prendre le temps, qui est une des thématiques dont parlait Baptiste tout à l'heure. Comment ça vient s'interconnecter en fait avec cette notion de sobriété heureuse? C'est les piles. Eh bien, vous avez entendu la question? C'est bon, vous m'entendez? Oui. Du coup, ma compréhension, ça a été plus d'y mettre dans le quotidien en fait de la conscience, c'est-à-dire pouvoir se libérer justement, des injonctions que la société, cette société du 21e siècle à toute allure nous impose, et de pouvoir justement en fait se retirer en soi pour aller oui. Oui, mais quand même, il y a aussi du grand soi, puisque vraiment, elle est vraiment se connecter à son intuition, à son essence, pour aller trouver le choix juste et surtout le choix libre. Et donc, personnellement, c'est comme ça que j'interprète le slow et la sobriété heureuse, en essayant vraiment du coup, je parle de permaculture citoyenne et familiale, et parce que dans la permaculture, on parle de s'adapter à l'écosystème, enfin de travailler, de co-créer avec l'écosystème ambiant, en pouvant se respecter soi, respecter ses besoins fondamentaux et respecter les besoins fondamentaux aussi de notre écosystème. Alors, je dis pas qu'il faut respecter les besoins du capitalisme, on est bien d'accord, mais du coup, pas forcément un besoin fondamental. Hein. Voilà. Mais par contre, respecter les besoins fondamentaux de notre environnement, de notre nature, et du coup aussi de pouvoir subvenir à ces besoins fondamentaux d'accomplissement personnel, de nourriture, de sécurité, d'hygiène de vie, d'hygiène personnelle aussi et psychologique. Là, on parle des besoins fondamentaux type pyramide de Maslow? Oui. Pas du tout. Donc la sécurité, manger, et puis quoi d'autre? Sécurité, accomplissement, manger, pouvoir dormir convenablement, avoir un environnement sécuritaire et respectueux de ses émotions, et respectueux aussi de son développement physiologique.
de sa structure physiologique. J'apporte beaucoup de physiologie en fait dans ma compréhension, pouvoir se reconnecter à son mouvement. On parlait de mouvement tout à l'heure, et pouvoir se reconnecter à son mouvement naturel en fait, à sa respiration, à ce qui se passe, avoir assez de temps et pour avoir la possibilité de contempler ce qui se passe à l'intérieur de nous, pour pouvoir ensuite se mettre en mouvement en toute connaissance et en toute conscience. Donc c'est d'abord une introspection un peu personnelle pour potentiellement tendre vers le collectif quand même, parce que l'idée c'est de se reconnecter au monde un peu, parce que ça fait très démarche de développement personnel. Oui, il y a toute une démarche de toute façon de développement personnel. Je suis inspirée par notamment des gens comme Thomas d'Azembourg ou Marshall Rosenberg en communication non violente, et j'ai pu comprendre avec ce travail-là de recherche en les écoutant, que finalement, pour pouvoir être dans le nous, il était important d'abord de comprendre ce qui se passait avec le je. Et si le je n'est pas assez moi, je ne suis pas assez en lien avec et aligné avec ce que je suis profondément, je ne peux pas me mettre dans le nous de manière saine et sereine. Et en effet, pour moi, la sobriété heureuse, c'est avant tout se reconnecter à soi et à l'autre, et donc à notre écosystème. Quand je parle d'écosystème, je parle aussi de relations à l'humain, à l'animal, et donc en effet, oui, c'est tout ça que je défends. D'accord. Nelly, moi je trouve ça formidable, hein, tout ce qu'on raconte depuis tout à l'heure. C'est vrai, on se dit c'est génial. En plus, la seule difficulté que j'éprouve, c'est que je vois que ça fait quand même très longtemps qu'on en parle. Si on reprend Arnonès, et que finalement on a un peu de mal à percer en mêlée, comme on dit dans le pays de rugby. Parce que est-ce qu'on n'a pas non plus tendance à se dire que c'est un peu marginalisant cette sobriété heureuse? Est-ce que c'est pas finalement un courant, voilà, qu'il y a des aspérités donc qui émergent dans les médias? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui émergent et qui sont fondamentales pour la société derrière ça? Waouh. Alors c'est une vaste question. Marginalisant, je dirais que ça demande du courage, parce qu'effectivement, ça veut dire aller à contre-courant de la manière dont la marche du monde va de manière évidente. Donc après, on va essayer de parler plutôt avec des exemples peut-être. Je disais des fois en travaillant sur le thème de ralentir, voilà quelqu'un qui a le courage de dire à partir de maintenant, à 17h30, je vais rentrer chez moi. Voilà. Ça demande du courage parfois dans certaines boîtes. Ça demande de ne plus avoir peur du jugement de l'autre. Ça demande de ne pas avoir peur de perdre son job. Est-ce que c'est ce qui va arriver? On ne sait pas, mais au fond de nous, c'est ce qu'on se dit. Qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je vais être perçue? Et finalement, on se rend compte que si une personne a le courage de le faire et qu'elle le fait non pas de manière provocatrice ou revendicatrice, qu'elle le fait de manière extrêmement simple parce qu'elle est alignée avec elle-même et qu'elle a décidé que, eh ben ça peut faire boule de neige. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est aussi, ça rejoint la question de la masse critique. À un moment donné, combien de personnes faut-il qu'il y ait un certain comportement pour que l'ensemble de la société bascule? C'est tout le travail du mouvement Colibri qui a été initié par Pierre Rabhi. Moi, cette question, elle m'obsède un petit peu, quoi. Effectivement, est-ce que c'est marginal? Est-ce que, alors, pour vous donner des bonnes nouvelles, quand même, moi, je suis dans ce milieu-là de l'écologie. On a tendance à être assez négatif, mais là, je rencontre de plus en plus de gens qui me disent, mais non, mais en fait, c'est juste qu'on ne sait pas, mais ça y est, le changement a eu lieu. Et il manque plus que l'éclosion, en fait, un peu comme des champignons, vous voyez, où les mycorhizes là sont là un petit peu partout en terre. Et puis il suffit qu'il y ait la pluie, et pouf, d'un coup tout devient visible. Alors bon, c'est génial, en plus j'adore être positive, donc mais c'est pas des huluberlus qui disent ça aujourd'hui, c'est par exemple Isabelle Delannoy qui a publié un livre sur l'économie symbiotique. Donc toutes ces nouvelles économies qui vont je parle sous couvert d'un grand professeur d'économie, qui vont qui vont nous raconter que cette histoire d'écosystème, c'est pas complètement absurde, en fait. Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce qu'il n'y a pas eu, à un moment donné, je sais pas, un problème de communication ou des amalgames? Alors, je reprends Arnonès, typiquement, qui a été mal traduit ou pas traduit, ou complètement dévalorisé par Luc Ferry. Est-ce que finalement, oui, non, c'est plutôt, pardon pour Nelly, merci beaucoup Baptiste. Mais est-ce que finalement, voilà, on subit pas un peu les affres d'une mauvaise compréhension et que ça a été catalogué dans un certain rang qui l'a empêché d'émerger, ce mouvement-là? Alors c'est vrai que je connais pas, je fais partie des Français qui connaissent pas ce monsieur. Non mais c'est juste un mais exemple. Globalement, oui, clairement. Mais même encore aujourd'hui, moi je vis en Ardèche, j'ai travaillé pour Pierre Rabhi et pourtant j'ai pas de dread et je marche pas pieds nus, quoi. Il y a cet amalgame et il y a rien. Ça. Mais moi je vis sur un territoire où il y a à la fois bonjour monsieur. Il y a à la fois toute la génération issue de 68 qui est là,
qui sont venus faire du fromage de chèvre en Ardèche, qui descendent des montagnes, qui jouent de la musique, etc. Il y a cette ambiance extraordinaire. Il y a à la fois les néo-ruraux dont je fais partie, des gens qui se questionnent un petit peu sur la marge du monde et qui ont envie d'essayer de retrouver de la qualité dans leur vie et donc qui parfois peuvent revenir à la campagne, jardiner, etc. Et puis il y a les Ardéchois de souche, d'origine, qui ont eu le malheur de voir leur ferme se vider, qui ont eu le malheur de voir les enfants partir et qui voient cette jeunesse arriver qui est complètement différente. Ils y comprennent absolument rien et effectivement c'est très marginal. Alors je vous parle d'un territoire parce que pour moi ça illustre un petit peu ce qui va se passer. Moi par exemple, je suis complètement capitaliste pour la partie la plus extrême des néo-ruraux et je suis complètement babacool pour les plus classiques d'entre eux. Donc par exemple, des gens qui sont simplement en questionnement sont marginaux, mais de tous les clans. Moi, je dirais attention. Enfin, c'est un peu une fâcheuse tendance qu'on a à se juger les uns les autres. C'est pour ça que j'ai tendance à penser que la force de la force tranquille, en fait, c'est-à-dire ne pas être là pour convaincre que ce monsieur ou Pierre Rabhi dit là, il n'y a pas la vérité, il n'y a pas le gourou qui va avoir raison et qu'il faut suivre. Alors, je pense que c'est de moins en moins marginal quand même. Nous avons une question ? On va vous passer un micro peut-être. Mais nous on vous entend moins. Depuis 50 ans, c'est les théoriciens économistes, les philosophes ont déjà posé ces trucs, même en économie, enfin en politique, c'est-à-dire avec par exemple Charles Dumont. Enfin, pas Charles Dumont, je sais pas comment il s'appelait. C'est René Dumont, non? Ouais, il s'est présenté donc à la présidentielle comme Monsieur Rabhi. Ouais. Hein, et donc ça date d'avant 68. Hein. Ouais. Ça c'est 50 ans. Hirsch, dont vous citiez le nom, c'est pareil, c'est 76. Donc ça n'a pas évolué, je veux dire, c'est toujours marginal, c'est toujours et c'est ce que vous disiez et personne ne répond à votre question. Est-ce que c'est marginal? Alors. Oui, clairement, la politique d'aujourd'hui, si on parle de ça, n'est absolument pas alignée avec ces courants et ces mouvements-là. En revanche, la proportion que cela prend dans la population et la manière dont la population va prendre en main sa propre capacité à faire prendre un virage à sa société, c'est quelque chose dans lequel je crois. Si on part, alors je suis peut-être un peu jeune et naïve, mais si on part du principe que la préoccupation première d'un politique, c'est d'être élu, on est à peu près d'accord avec ça. Quand il sent le vent tourner dans sa population, je suis assez convaincue qu'il prendra le virage. Bien plus tard, bien après. Donc oui, c'est marginal aujourd'hui. Sauf s'il a des convictions dès le départ. Sauf s'il y a des convictions dès le départ. C'est marginal dans les débats politiques, c'est marginal dans les grands médias. Effectivement. En revanche, dans la température qu'il y a dans la société civile, j'ai l'impression que ça devient de moins en moins marginal. Je dis pas que j'ai raison, j'espère que j'ai raison. Voilà. Ça c'est un sujet dont j'aimerais bien parler, qui n'était pas forcément prévu, mais qui m'intéresse aussi. Et je pense que ça peut faire écho à ce que vous disiez. C'est justement l'impact médiatique. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on parle de sobriété heureuse, la première personne à laquelle on pense, c'est évidemment Pierre Rabhi. Mais il y a plein d'autres personnes qui travaillent sur ces sujets-là dont on ne parle jamais. Il y a aussi ce pouvoir médiatique de polariser sur une figure qui a des aspérités, qu'on va refiler à toutes les sauces, tout le temps, partout, tous les plateaux, et qui du coup va devenir, avec l'effet grossissant des médias, un peu effectivement soit marginalisé, soit vulgarisé, soit banalisé. Caricaturé aussi. Oui, voilà. Complètement. Mais les grands médias, ils ont une responsabilité aujourd'hui dans ce qui nous arrive. Je pense que le métier de journaliste est compliqué à l'heure actuelle. En revanche, je peux observer qu'il y a ce problème d'accélération qui est présent dans leur vie. C'est-à-dire que moi, quand je suis approchée par des journalistes sur un sujet aussi profond et complexe que la question de ralentir, par exemple, je vois bien que c'est caricaturé, c'est marginalisé. On se fiche de moi, clairement. Ils disent, bon, je vais parler plus lentement, mais je vais pas y arriver. Il s'agit pas de ça. C'est surtout qu'en fait, le sujet est tombé 5 minutes avant par le rédacteur en chef, qu'il faut qu'il le rentre dans les 5 minutes. Voilà, donc ralentir, c'est un peu compliqué. Je jette pas la pierre à l'individu. En revanche, voilà, j'ai plein de choses assez rigolotes avec les journalistes qui me questionnent sur ce sujet-là, où ça va être bon alors, et qu'est-ce que vous faites quand votre enfant s'ennuie? Alors j'essaie de commencer à expliquer que l'ennui, le vide, ça existe pas franchement, puis que grâce à l'ennui, on peut arriver à une créativité, que les neurosciences aujourd'hui nous disent que le problème, c'est qu'il y a plus de vide dans la vie de nos enfants. Enfin bon, j'essaie d'expliquer tout ça. Oui, mais bon, concrètement, quand il s'ennuie, vous faites quoi? Vous lui dites quoi? Voilà, c'est très compliqué aussi d'aborder des questions de fond avec des journalistes qui n'ont pas le temps. Ils ont pas le temps.
d'aborder ces questions-là. Ouais, ils n'ont pas le temps et en même temps, la réponse qui va être apportée, je prends cet exemple typiquement, la Nelly, ça va être bon bah je vais le mettre devant la télé ou je vais le mettre machin et puis on retombe finalement dans le système qui fait que s'auto-nourrir. Là, c'est une intervention, je pense, Mathilde, sur laquelle vous pouvez venir puisque vous, justement, vous avez créé cette coparentalité slow. Alors là, on est carrément dans le sujet dont on parlait juste avant, avec des ateliers, des façons de voir les choses différentes et en plus maintenant vous prodiguez vos conseils à des collectivités locales, justement sur la partie éducative, parce que vous êtes sacrément vindicative sur l'éducation d'aujourd'hui, éducation nationale, j'entends, hein, la façon dont on enseigne et dont on se comporte avec les enfants. Alors, du coup, c'est intéressant parce que justement, le fait de la caricature du ralentir et du slow, notamment, hein, parentalité slow, les gens nous disent souvent, mais alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous vivez lentement, que vous prenez le temps à chaque fois, et en fait, non, clairement pas. Par contre, comme je disais auparavant, chacun de mes choix, chacun de mon mouvement en fait est mûrement réfléchi et mis en place dans une stratégie. Et en ça, du coup, ça fait très business d'un coup, hein. Mais oui, non, mais enfin, soyons. Oui, mais en même temps, dans le sens où on a tendance à se dire. Ok, sobriété heureuse et donc cliché du on laisse, on finit dans la montagne avec des chèvres et c'est fantastique et oui, bien évidemment que c'est fantastique de vivre avec la terre et on a besoin d'une diversité, d'où permaculture encore. Excusez-moi, j'aime beaucoup ce terme, mais la diversité fait que on peut prendre un projet en fait qui peut être la vie et qu'on peut du coup y apporter de la conscience et choisir exactement vers où ne pas aller dans la surintervention, notamment par rapport aux enfants, c'est-à-dire être toujours dans la proposition, leur dire tiens, là tu vas apprendre ça, là tu vas faire ça, là il est important que tu te mettes en action sur ça. Concrètement, on n'en sait rien en fait. Enfin, dans 10 ans, on sait même pas ce qui va se passer. On vient de le vivre ces 15 dernières années. Il y a des métiers qui n'existaient pas il y a 15 ans ou même il y a 5 ans et qui existent aujourd'hui. Donc concrètement, on ne sait pas ce que nos enfants doivent faire. Et personnellement, je pratique donc le unschooling avec mon fils. Et donc le unschooling. On va s'arrêter sur le unschooling. Exactement. C'est-à-dire que mon enfant n'est pas scolarisé et il n'est pas enseigné non plus. C'est-à-dire qu'il est maître de ses apprentissages, il est en apprentissage autonome. Il a quel âge, votre? Il a 5 ans et demi. Et donc, dans le fait, je n'interviens pas. C'est-à-dire que je suis ressource, je suis là, je suis présente, mais je ne suis pas interventionniste. Et donc, pour moi, notamment le slow est aussi laisser faire la vie, en fait. Se laisser voir venir ce qui va se passer et être juste prêt à accueillir et à co-créer justement avec, encore une fois, notre écosystème, avec l'enfant et pouvoir avoir aussi ce temps d'observation. Ralentir, ok, mais ralentir pour y mettre quoi? Pour y faire quoi? Ralentir pour observer, pour conscientiser, pour choisir et ensuite pour célébrer. C'est aussi apporter vraiment de la conscience et vraiment une manière d'être, voilà, de se positionner face à la vie. Là, après, il y a aussi des besoins, je dirais, fondamentaux. Moi, je trouve ça idéal. À un moment donné, voilà, les enfants grandissent. Est-ce que c'est pas non plus les exclure quelque part aussi d'une partie dont la société fonctionne peut-être mal certaines fois, mais fonctionne aussi de manière générale? Est-ce que c'est pas un danger aussi de sortir complètement du système? Parce que de ce que j'entends, enfin, vous me dites si je me trompe, de ce que j'entends, c'est que l'idée, c'est d'améliorer le système, de l'optimiser pour être mieux, mais sans forcément être complètement aux antipodes de ce qui se passe. On garde quand même un certain socle, j'imagine. Non? Si? Ah, Baptiste aussi veut tout faire péter. Très bien. Pas celle-là, hein, parce qu'il y a des verres dessus, donc voilà. Après, mais non, mais c'est une vraie question parce que en fait, la première fois que j'en ai discuté de cette façon de unschooling, ça m'a paru être vraiment très éloigné en fait d'une transition douce pour arriver justement à ce à quoi on a envie d'aboutir.
Alors du coup, la transition douce, aujourd'hui, je l'opère auprès justement des établissements publics. En fait, c'est un travail de lobbying d'un côté et extrémiste à la maison. Ah Dans le sens où y rapporter de la conscience et du coup du sens surtout dans justement cette société qui va très vite et en étant juste coucou, ça va et sinon comment vous allez, et avoir un vrai regard et une vraie écoute et redonner du sens au fait, vous êtes là pour, dites-nous, vous êtes là pourquoi vous êtes auprès des enfants, qu'est-ce que vous êtes en train de transmettre auprès de l'enfant, pour répondre à la question du mais alors on sort complètement du système. L'expérience que je fais aujourd'hui du unschooling, j'ai vraiment l'impression que mon fils, au contraire, est pleinement impliqué dans la vie quotidienne. Encore aujourd'hui, ce matin, il a fallu aller à l'imprimerie pour imprimer nos supports de communication, etc. Bon, mais mon fils a fait partie de cette aventure-là, et donc il a rencontré des gens qui travaillent dans cette imprimerie. Il a posé des questions à l'imprimeur, il a posé des questions, mais pourquoi et qu'est-ce qui, et donc du coup, finalement, je trouve que ça en fait des personnes qui sont plus inclus dans la société que de simplement aller dans un endroit pour apprendre des savoirs qui ne sont peut-être déjà pas à jour par rapport à ce qu'il va vivre en tant qu'adulte, et en plus qui, lorsqu'il va sortir de ce cocon, on va dire, parce que il y a quand même une forme de cocon dans l'école, eh bien il va se retrouver à la maison aussi. Oui, bien sûr. Mais par contre, le unschooling notamment, c'est pas, mon fils n'est pas enfermé à la maison et je suis pas sa seule ressource. Au contraire, c'est des rencontres en fait. Il y a l'imprimeur, on a compris. Non, même pas en fait. C'est aller chercher une table pour ma maison et finir par parler avec le monsieur, et en fait ce monsieur fait des rallyes, et donc mon fils qui est passionné d'automobile va rencontrer cette personne qui fait des rallyes. Je suis persuadée que un village pour éduquer un enfant est l'une des réponses de la sobriété heureuse ou de cette nouvelle société. C'est la place du collectif, justement, de la rencontre, du lien humain. Pardon, une intervention de... Oui. Mais c'est là où la sobriété heureuse, du coup... Oui. Oui. Alors, du coup, personnellement, c'est pas le regard, c'est avec un avis sur tout. C'est plus c'est plus je suis attentif, et la mise en place de la solidarité au sens premier du terme, de la connexion aux besoins de l'autre, à son émotion, à ce qu'il vit, et être présent à la présence de l'autre dans sa vie. On parlait justement du changement de société. Avant, c'était comme ça, et maintenant, c'est comme ça. Et il faudrait que ça redevienne un tout petit peu entre les deux, on va dire, quoi. J'imagine. Les villes aussi, elles changent, elles bougent beaucoup par rapport à toute cette mondialisation à outrance. Et Mathilde, en fait, vous vivez à Berlin, et c'est extrêmement intéressant parce que l'image qu'on a d'Épinal, enfin pas d'Épinal, mais de Berlin, on va dire, l'image qu'on a de Berlin, c'est évidemment l'écologie, l'art à foison, etc. Une liberté en fait de création assez incroyable. Je crois que c'est plus tout à fait la même chose, et que la mondialisation a mis son grain de sel un peu partout. Non pas en tag sur les murs, mais plutôt dans les open space. Non, le vent est en train de tourner, et ça fait déjà quelques années que ça dure. C'est-à-dire que Berlin a eu le malheur de se retrouver capitale européenne des startups. Donc, alors, je vais refaire la même question que toi au début. Est-ce que tout le monde sait ce qu'est une start-up ? Je pense que depuis que nous avons un nouveau président, tout le monde sait ce qu'est une start-up. Voilà. La France est une start-up. La France est une start-up, voilà. Donc, d'ailleurs, je me demandais, je fais juste une parenthèse, mais enfin, je suis un petit peu réac, mais pourquoi on dit unschooling et pas déscolarisation ? Pardon, merci. Parce que du coup, le unschooling implique vraiment les apprentissages autonomes, et on n'est pas dans la déscolarisation, dans le fait, on ne fait pas l'école. Et pourquoi on dit pas non-scolarisation ? Pas scolarisation. Non, pourquoi on utilise un terme anglais, en fait ? Enfin, c'est juste... c'est vrai. Pourquoi on dit start-up et pas jeune pousse ? Parce qu'on se moque toujours des Québécois parce qu'ils utilisent les mots français, mais en fait, enfin... Ils ont un peu raison quand même. Le un vraiment enlève, c'est pas le nom
Parce qu'en fait, ce n'est pas le contraire de scolariser. D'accord? Je ne fais pas le contraire de l'école. Je fais quelque chose je ne fais pas du vélo. Et donc, je ne fais pas l'école. Mais c'est même pas, voilà, à scolarisation à la limite. Ouais. Oui. Ah bah oui, ça me plaît déjà. Tu devrais, c'est ça. Tu devrais imposer le terme. Enfin, petite parenthèse fermée. Donc Berlin, capitale européenne des startups. Alors pourquoi Berlin? Parce que c'est une ville attractive depuis plusieurs années qui attire beaucoup de jeunes, des jeunes diplômés, des jeunes dynamiques, motivés, qui rentrent sur le marché du travail. Comme Mathilde. Ouais, plus maintenant, mais je suis déjà trop vieille, j'ai 30 ans, c'est trop tard pour les startups. Et Berlin, parce que c'était une ville pauvre, enfin le maire de Berlin disait que Berlin est pauvre mais sexy. Donc Berlin a tiré pour ses ressources, et là on parle pas de ressources économiques, mais de ressources créatives, d'énergie. Il y a toujours eu de l'énergie à revendre à Berlin, on y va, on se retrouve pris dans un tourbillon, on peut y faire tout ce qu'on veut, et en même temps on peut vivre lentement. C'est une ville qui est assez verte, hein. Il y a 25% d'espace vert sur la superficie de la ville, beaucoup de vélos, des pistes cyclables assez larges, etc. Là on est un peu dans les clichés, mais je dois quand même les confirmer en grande partie. Mais donc tout ça a fait que les startups ont commencé à pousser, enfin, les jeunes pousses ont commencé à sortir de terre. D'une part parce qu'il y avait donc toute cette main d'œuvre qualifiée, pas très chère et prête à innover, et d'autre part parce qu'il y a eu plein d'investisseurs qui sont commencés à arriver en se frottant les mains, en se disant chic. C'est pas cher ici, je peux avoir des bureaux de 1000 mètres carrés pour que dalle dans une ancienne usine. Ma main-d'œuvre qualifiée, bah, je vais la payer au lance-pierre parce qu'il n'y a pas de salaire minimum en Allemagne. Là, je parle, c'était jusqu'en 2015. Hein. Depuis le 1er janvier 2015, il y a un salaire minimum. Enfin, ça fait des dégâts ça pendant se pas mal de discute temps. encore. Enfin là, ce serait toi qui pourrais nous en parler, mais beaucoup d'entreprises le contournent, surtout dans les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, des services, etc. Bref, donc en 7 ans, entre 2010 et 2017, il y a eu plus de 500 startups créées. Enfin, c'est la folie. Juste derrière la Silicon Valley, c'est vraiment un foyer européen très important. Et moi, je me suis retrouvée un peu là par hasard en 2011. J'avais pas déménagé pour ça. J'avais déménagé à la fin de mes études pour essayer la vie à Berlin. Plus pour des raisons culturelles, linguistiques et personnelles, hein, de qualité de vie. Mais je me suis vite rendu compte, quand il a fallu que je cherche un job, c'est-à-dire à peu près tout de suite, que le secteur qui embauchait le plus, c'était celui des startups. Alors embaucher, là je vais mettre des guillemets, parce que je me suis très vite rendu compte que en fait dans les startups on n'embauche pas avec des contrats de travail, on embauche avec des contrats de freelance, ce qui correspond à peu près ici au statut d'auto-entrepreneur. Donc c'est-à-dire que l'employé doit payer seul ses charges sociales, etc. Vous rajoutez à ça l'absence de salaire minimum, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc voilà, grosse précarité. Et pour en revenir au sujet qui nous occupe ce soir, ce sont quand même des entreprises dans lesquelles c'est le diktat de la rapidité. Le but d'une start-up, c'est de faire une levée de fonds énorme le plus vite possible. Alors certes avec une bonne idée qui est plus ou moins innovante, et de tout de suite rentrer en bourse ou de revendre. Et tout ça vraiment de faire un coup, ouais. Et dans une vision court-termiste. Dans les boîtes où j'ai été, le salaire lapsus, mais je parlerai du salaire après. Le contrat le plus long que j'ai eu, c'était un contrat de 6 mois, avec 6 mois de période d'essai. Donc ça fait rire tous les Français. En Allemagne, quand j'en parle, ça choque un peu moins parce que le code du travail allemand est un peu plus flexible, hein, comme dirait l'autre. Donc voilà, 6 mois, c'est vraiment le contrat le plus long que j'ai vécu. Sinon, c'était au mieux 3 mois et dans la plupart des cas, des contrats de freelance. Mais Mathilde, si on revient, moi, ce que j'aimerais, ce sur quoi j'aimerais réinsister, on en avait parlé au téléphone, c'est la ville, elle aussi, qui a changé de structure et d'aspect, en fait, avec cette course effrénée, la start-upisation ou la jeune poussisation, comme vous voudrez. Elle a quand même changé de tête, quoi, cette ville qui était si agréable, entre guillemets. Et c'est en cela que Monsieur Macron a raison. C'est que, enfin, quand il disait je veux faire de la France une start-up nation, je me suis dit mais comment ça, il ose parler d'un pays et d'un peuple comme d'une entreprise. Mais quand on regarde Berlin, on voit à quel point
cette forme d'entreprise change le visage de la ville. C'est-à-dire que la start-up, c'est pas juste un travail, c'est un mode de vie, c'est un style de vie global. On mange start-up, on sort start-up, on vit start-up, on drague start-up, on couche start-up, on sort start-up. Vous vous baladez dans des quartiers de Berlin qui étaient, il y a encore 15 ans, j'imagine, même 10 ans, des quartiers plutôt bohèmes avec des artistes, des petits marchés. Enfin voilà, là vous pouvez faire votre carte postale. Aujourd'hui, il y a Google qui ouvre un campus dans le quartier de Kreuzberg. Vous allez déjeuner le midi dans une petite rue, vous allez voir tous les start-upers qui sortent déjeuner. Alors à quoi on les reconnaît? Ben ils parlent anglais, ils parlent business, ils sont à la pointe, ils ont tous un smartphone, ils vont super vite. Là, je caricature un peu, mais volontairement pour dire que tout ça, ça accélère un autre phénomène bien connu, c'est la gentrification. C'est-à-dire que ces gens-là arrivent avec une autre forme de capital, ils vont pousser les artistes et les gens qui avaient un peu moins d'argent de plus en plus en périphérie de la ville, et ça change en fait assez rapidement le visage urbain. Et ce qu'on se disait aussi, c'est que cette ville devient un peu clinique en fait, parce que comme ce sont des espaces très froids, ces cafés, ces bureaux, on perd un peu du charme qu'on avait aussi en tête de la ville de Berlin. Oui, c'est-à-dire que c'est la culture start-up est uniforme, hein, elle est globale, elle vient de la Silicon Valley, et en fait aujourd'hui les cafés branchés à Berlin ressemblent aux cafés branchés de Palo Alto. Donc Palo Alto, c'est la ville à côté de San Francisco où sont implantées la plupart des grosses start-up et des GAFA que nous connaissons. Donc, en fait, les startups sont venues à Berlin pour le côté alternatif de la ville. Et qu'est-ce qu'il en ressort finalement? Une forme d'uniformisation galopante. Alors quand je raconte ça, on me dit ah mais t'es rabat-joie, t'es contre le progrès. Moi-même quand je travaillais dans des startups et que je refusais d'adhérer complètement à la philosophie, c'est-à-dire quand je refusais de rester au bureau après 18h30. Alors là, acte de courage selon Nelly. Hein. Ouais, mais du coup, je passais pour une rabat-joie parce qu'en l'occurrence, dans les startups, si on reste après 18h30, qu'est-ce qu'on a? On a des bières gratos, des pizzas, et en fait, on a l'illusion de ne pas travailler, alors qu'en fait, on fait des heures sup pas payées. C'est quand même ça la magie de cette philosophie. Et oui, en fait, quand je décidais de partir plus tôt, on me disait mais t'es une rabat-joie, t'es contre la communauté, tu penses qu'à ta gueule, reste avec nous, etc. Il y a quand même une question que j'ai envie de poser, parce que bien sûr, je comprends que la ville elle bouge avec les startups, mais en même temps, je prends Clermont-Ferrand. Quand Michelin a débarqué, enfin, ça a aussi changé, quoi. Quand les mines étaient exploitées dans le nord de la France, voilà, c'était les corons, etc. On pense tous à Pierre Bachelet, on a une pensée émue pour lui, mais bah, ça a aussi bougé. Donc est-ce que c'est pas le mouvement, la nature des choses aussi qui impacte comme ça? Oui, alors la gentrification, elle existe de toute façon, et en soi, je pense que vraiment en soi, c'est pas une mauvaise chose, c'est un processus peut-être assez naturel pour une grande ville. Là, ce que je déplore, c'est l'accélération vraiment extrême. Et la précarisation extrême aussi, c'est-à-dire qu'en parallèle de ça, qui dit normalisation dit aussi nivellement par le bas. Et donc, pour les jeunes qui débarquent sur le marché du travail aujourd'hui, ça va être normal de faire un stage pas payé pendant 3 mois pour ensuite déboucher sur un statut d'auto-entrepreneur où il va leur rester moins que le SMIC horaire. Enfin, là, je caricature pas pour le coup. Donc voilà, moi, c'est ça qui me gêne, c'est ce nivellement par le bas. Et en France, quand on parle des startups et de la nation startup, on parle surtout du point de vue des créateurs d'entreprises, des accélérateurs de startups. Là, d'ailleurs, ça s'appelle accélérateur. Ça s'appelle pas ralentisseur, oui. Ce sont donc les pépinières d'entreprises. Mais on parle jamais du point de vue des petites mains du numérique. Il y a un nouveau précariat, il y a un nouveau prolétariat du numérique. Hein. C'est pas moi qui le dis. Il y a plein de sociologues qui en parlent depuis quelque temps déjà, qui est en train là de changer le monde du travail en le nivelant par le bas. Oui, mais du coup, je trouve ça drôle parce que le grand sociologue de l'accélération aujourd'hui, c'est Hartmut Rosa, c'est un Allemand. Et du coup, je voulais juste rebondir là-dessus. Déjà, je comprends un petit peu mieux l'environnement dans lequel il vit, qui participe au développement de sa philosophie. Et lui, il parle énormément d'aliénation. Et de résonance, c'est bien ce terme-là qu'il emploie Hartmut Rosa. Où en gros, il dit que ce tout, cette normalisation, cette accélération nous met en fait dans une posture
où on devient étranger à ce que nous faisons, à ce que nous pratiquons. Il prend l'exemple de la musique. Voilà, et il dit être vivant, être dans un rapport classique aux choses, va être d'écouter, de prendre le temps d'écouter une musique, d'en être ému, etc. Aujourd'hui, on a un accès tellement vaste à la musique que, encore une fois, on est, et c'est ce que tu expliquais tout à l'heure avec ton quatrième point, on est dans cette frustration, en fait, de se dire jamais je ne pourrai écouter toutes ces choses-là. Et surtout, je n'ai plus la capacité, la possibilité de prendre du temps, de m'émouvoir de quelque chose. Et donc voilà, je voulais juste profiter que tu parles de Berlin et en ces termes pour saluer le travail de ce sociologue et qui, Hartmut Rosa, c'est un des penseurs de l'accélération aujourd'hui. Il intervient de manière très vulgarisée dans un film qui s'appelle Tout s'accélère de Gilles Vernet. Je sais pas si vous l'avez vu, un film vraiment génial. Et Hartmut Rosa, en plus d'être brillant dans sa discipline, est vraiment très drôle dans ce film-là. Et il explique les choses de manière vraiment très chouette. Vu le nombre de références de philosophes, de livres, etc., est-ce que ce serait imaginable que quelqu'un prenne des notes ou parce qu'on va se retrouver un listing. Oui, bah voilà, par exemple, mais ce serait vraiment une bonne idée parce qu'il y a plein de ressources intéressantes. Voilà. On se cultive en même temps qu'on débat. Je voudrais qu'on revienne sur le monde du travail. Je vais donner la parole à Baptiste. Justement, si on devait prolonger un peu, imaginer à quoi devrait ressembler le monde du travail. On est des fous là ce soir. On imagine le truc, c'est sobriété heureuse pour tout le monde, c'est fantastique. À quoi il ressemble le monde du travail potentiellement avec cette thématique-là au cœur de la politique? Alors là, on a 5 heures, hein, Baptiste, c'est pas de souci, on y va. Question facile. Non mais c'est parce que on est en train de définir des choses, ça donne extrêmement envie, on a tous envie d'être collectivement un peu mieux dans nos baskets aussi et de se considérer les uns les autres, de prendre le temps, d'observer, d'avoir des villes qui ressemblent vraiment à des villes, etc. Mais dans le travail, ça donnerait quoi? Parce que là, on a d'un côté voilà un précariat qui arrive et qui va ne faire que galoper, vu l'IA, vu toutes ces thématiques-là qui arrivent de plus en plus, ces nouveaux métiers qui vont se construire. Donc, comment on va faire? Alors, je vais pas avoir une réponse... Non, mais elle va ouvrir des pistes de j'espère. réflexion. Du coup, alors moi j'ai un point de vue assez critique sur le travail, sur la valeur travail, donc la survalorisation de l'emploi. J'ai écrit 2 livres sur la question, un qui s'appelle Ne pas perdre sa vie à la gagner, donc ça dit un peu ce que j'en pense, un autre qui s'appelle Non au temps plein subi, plaidoyer pour un temps libéré, et puis je viens de traduire un livre qui est sorti le mois dernier qui s'appelle Le refus du travail. Donc voilà un peu d'où je parle. Ok, voilà, je pense que les pistes on les a. Merci Baptiste. Donc le dernier, la traduction est de David Frein, et c'est un très très bon livre. Je vous le conseille. On mettra les références, madame, promis. Et donc du coup, ma position, c'est déjà dans un premier temps, il faudrait réussir à sortir de ce que j'appelle la société laborieuse. Donc, je pense que, alors, on en parlait tout à l'heure avec les lycéens de Valbonne, on peut être assez facilement d'accord, surtout ici dans un festival comme celui-ci, sur le fait qu'on est dans une société de surconsommation, qui est une société de surproduction. Donc, nécessairement, ça veut dire qu'il faut déjà commencer par bosser moins, produire moins. Et consommer moins autant que possible. Alors du coup, ça suppose de s'affranchir des principales, de toutes les contraintes de la société laborieuse, donc qui nous oblige notamment à bosser trop, etc., etc. Enfin, ce devoir d'emploi qui pèse sur chacun de nous. Alors du coup, à quoi ça peut ressembler une société par où il faudrait commencer en fait? Est-ce que c'est en bas, justement, tous ces actes de courage qui doivent se démultiplier, ou est-ce que c'est avoir en haut des gens qui soient un peu plus éclairés, qui enlèvent leur Google Glass? Comment ça marche? Alors, je dirais un peu de tout. Alors, déjà, je mettrais en garde, un point de vigilance sur des stratégies qui seraient que individuelles. Il peut y avoir un intérêt effectivement à l'exemplarité, etc. Mais après, si je reprends les images que je prenais tout à l'heure, donc la salle de concert ou le tapis roulant, ralentir seul, par exemple, c'est ou ne pas se mettre sur la pointe des pieds, donc c'est prendre le risque de ne plus voir la scène ou le risque de tomber du tapis roulant. D'où la nécessité d'avoir une action aussi collective. Donc réussir à mélanger les différents niveaux d'action, à la fois individuel, à la fois collectif et puis politique, sachant que quand je dis politique, ça peut être avec des élus, mais ça peut être aussi faire de la politique sans prendre le pouvoir. Donc il faut absolument mêler tout, sinon je pense qu'on court à l'échec. Et donc sur la question du travail, ça peut vouloir dire, donc ce qu'on dit avec mes co-auteurs dans Non au temps plein subi, passer à temps partiel.
par exemple, passer à temps partiel, c'est déjà dire, bah non, moi, l'emploi dans ma vie, ça doit pas être l'activité principale. Il y a des tas de trucs bien plus sympas à faire, sachant qu'on s'éclate pas tous dans notre boulot. Il y a des trucs plus sympas à faire, et donc je vais me donner les moyens de le faire. Sauf que là, c'est prendre le risque du déclassement. Du coup, nous, ce qu'on a fait avec mes co-auteurs, par exemple, on développe ce qu'on appelle une coopérative d'inactivité. Donc en clin d'œil aux coopératives d'activité, où on se dit bon, on doit avoir la possibilité, enfin on milite politiquement pour un droit inconditionnel au temps partiel choisi, droit inconditionnel au temps partiel choisi accompagné d'une prime au temps partiel. On se dit tout le monde doit avoir un droit effectif au temps partiel. Donc on essaye de mêler action individuelle, donc on est tous à temps partiel, et puis action collective et démarche politique. De la même manière, dans le cadre de l'action collective, on peut avoir, pour essayer de repenser un peu notre rapport au travail, recours aux coopératives. Donc société coopérative et participative, société coopérative d'intérêt collectif, CAE, coopérative d'activité et d'entrepreneurs. Par rapport au statut dont tu parlais d'auto-entrepreneur, les CAE, c'est un cadre collectif pour s'ouvrir des droits dans le cadre du droit du travail et en même temps pouvoir avoir un autre rapport à son activité. Donc ça peut être une autre piste. Et puis après, pour changer radicalement notre rapport à l'emploi, moi je milite par ailleurs, on en parlait tout à l'heure, pour le revenu universel, le revenu inconditionnel, ce que j'appelle le revenu inconditionnel suffisant. Je me dis, ça c'est un énorme levier pour pouvoir permettre à chacun de changer complètement, enfin de repenser, de définir soi-même son rapport à son activité, même au-delà de l'emploi, donc en donnant à chacun donc un revenu sans condition, sans contrepartie, et suffisant. Et donc suffisant, c'est notamment suffisant pour échapper à l'exploitation. Donc en gros, là, ce que ça préfigure, dans l'idéal, de mon point de vue, c'est une sortie du salariat. Donc salariat avec tout ce que ça implique comme lien de subordination et comme exploitation. Mais en gros, quand vous dites temps partiel, ok, mais ça veut dire aussi revenu partiel. Donc ça se fait forcément avec un revenu anciennement universel, entre guillemets. C'est ça que vous... Non, mais c'est une question. Hein. Non, pas forcément. Bah, alors, enfin, encore une fois. Parce que comment on fait? Alors, parce qu'il faut aussi bien agir sur le côté psychologique, marketing, de faire en sorte que les gens aient moins envie d'être dans cette accoutumance aux besoins irrépressible de changer et de consommer, et d'être dans le slow, dans la pleine conscience de son inconscience, parfois. Un peu ça, comme dirait Pierre Rabhi, je fais que paraphraser. Et en même temps, se dire, ce temps partiel, je vais l'occuper à vachement de trucs intéressants, mais en même temps, comme je suis lobotomisée depuis des années dans le monde du travail, c'est quoi les trucs intéressants à faire, quoi? Parce que c'est un peu ça aussi l'idée. Hein. Bah, c'est le gros souci qu'on a finalement avec, donc encore une fois, c'est une conséquence de la valeur travail. Donc avec la valeur travail, donc survalorisation de l'emploi, on a pris l'habitude de penser que le temps libre était soit un temps vide, soit un temps de consommation. Ce qui était assez bien traduit par Nicolas Sarkozy, qui disait les 35 heures c'est bien joli, mais avoir 4 heures de temps libre en plus si on n'a pas une augmentation de revenus, ça sert à rien. Ce qui est vraiment problématique. Alors même que en plus le temps, alors je dirais temps libéré plus que temps libre, le temps libéré a ce site particulier. C'est un bien économique particulier, un peu comme les portables ou les comptes Facebook, etc. C'est un bien relationnel. Plus on est nombreux à en disposer, plus on peut l'enrichir. Si on est seul à disposer de temps libéré, on se retrouve un peu dans la solitude du chômeur, qui du coup chic du temps. Si on est beaucoup à en profiter, là on peut très vite l'enrichir. Donc c'est un peu la difficulté. On a une vision biaisée du temps libéré. Donc l'idée, ce serait ça, ce serait de se mettre un peu plus en collectif et pourquoi pas aussi s'investir dans les associations, faire du bénévolat ou faire profiter. Ça peut être aussi des pistes. Ouais, et du coup, oui, pour répondre aussi à votre question, il y avait donc on défendait le temps partiel, enfin on défend toujours le temps partiel avec mes collègues de la coopérative d'inactivité, même si ça implique une réduction du salaire. Et je dirais justement parce que ça implique une réduction du salaire. Alors on mettait en garde contre le marché de dupe un peu des 35 heures sur ce point, qui consiste à réduire un peu le temps d'emploi, mais très faiblement, avec un maintien de salaire. Sachant que notre raisonnement, c'est celui fait par Ford au début du XXe siècle, qui disait, vous le savez sans doute, si on veut que nos ouvriers consomment, il faut déjà les payer correctement, comme ça ils pourront tous acheter des Ford de thé, et puis en plus il faut leur donner du temps pour consommer. Et donc c'est lui qui a inventé le week-end de 2 jours. Et donc en fait les 35 heures, on peut les voir comme la continuation de ce mouvement-là, en disant en fait on produit beaucoup plus qu'au début du XXe siècle, il nous faut plus de temps aussi pour la consommation. Et donc en fait on troque du temps de production pour un temps de travail de consommateur, ce que le temps partiel permet d'éviter. Alors l'autre problème que ça pose, c'est qu'évidemment le temps partiel choisi
ne va être accessible qu'à ceux qui ont un salaire horaire suffisamment élevé pour pouvoir se permettre une baisse de leur salaire. C'est ça, c'est toujours ça. Là. Et c'est pour ça qu'on préconise la mise en place aussi d'une prime au temps partiel ou d'un revenu inconditionnel. Donc, en se disant, si on réduit son temps d'emploi, mais que le salaire ne baisse pas dans les mêmes proportions, alors il peut enfin être accessible à tout le monde. Sachant qu'aujourd'hui, la grosse différence entre le temps partiel subi et le temps partiel choisi, c'est le salaire, uniquement le salaire. Et comment on convainc les entreprises ? Parce que c'est ça le levier aussi. Parce que, ok, Ford, lui, il a vu un intérêt purement business, et tant mieux, parce que parfois le business sert aussi à faire des évolutions de société, bien sûr. Mais là, comment on fait ? Là, pour le coup, il faut avoir un levier politique. Bon, déjà en rappelant quand même que la réduction du temps d'emploi, c'est aussi davantage d'efficacité pour les salariés qui sont il y a un peu moins de lassitude au boulot. À titre personnel, avant d'enseigner, je suis à temps partiel évidemment, je vous le disais tout à l'heure. Avant d'enseigner, je bossais dans une coopérative. Donc on bossait 1 jour et demi puis 2 jours par semaine. Pendant les 2 jours où je bossais, j'étais super efficace. Si j'avais bossé 5 jours, j'aurais pas été aussi efficace. Et puis vous avez peut-être envie d'aller travailler, en plus. Et en plus, c'était dans un autre cadre, c'était pas dans le cadre du salariat, etc. Donc c'était plus sympa aussi. Nelly, vous vouliez intervenir ? Oui, c'est un peu hasardeux de ma part parce que je suis absolument pas spécialiste de ce sujet, mais il me semblerait qu'un des leviers pour travailler là-dessus, ça serait de faire payer aux entreprises le coût social et le coût de la santé aujourd'hui. C'est-à-dire, je parle tout simplement d'un combat politique qui se mène actuellement pour la reconnaissance du burn-out en maladie professionnelle. L'enjeu, c'est quoi ? L'enjeu, c'est quelqu'un qui fait un burn-out, il dépend de la sécurité sociale. Donc, c'est la sécurité sociale qui vous rémunère pendant 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça coûte cher à la sécurité sociale. Le gros enjeu, c'est quoi ? C'est de dire si c'est reconnu, c'est-à-dire cet épuisement humain qui est inhérent à notre société et qui se développe de plus en plus dans notre société. Hartmut Rosa, justement, dit « Tous les indicateurs nous montrent que les gens sont au maximum de ce qu'ils peuvent supporter aujourd'hui. » Si ce coût-là, cette charge des gens qui tombent malades, parce que clairement, c'est 3 millions de risques élevés de burn-out en France, pour ne citer que le burn-out, il y a plein d'autres choses qui peuvent être vues, mais ça, je connais un tout petit peu le sujet. Si il est reconnu en maladie professionnelle, alors ce sont les cotisations patronales qui participent à financer les maladies. Je peux vous dire qu'à mon avis, ça bougera derrière, parce que s'il commence à supporter le coût des conséquences de ce modèle, alors ça peut être un des leviers. Voilà, c'est ce que je pense. Et puis aussi en termes d'image, parce que j'imagine que ça grossirait le trait pour certaines entreprises. Moi, c'est Mathilde qui récupère le micro. Pardon. Moi, je suis en burn-out aussi, là. Je commence à... Ça doit être un peu ça, pardon. Non, mais justement, Nelly, on va revenir là-dessus parce que vous pointiez du doigt ce sujet que vous dites que vous connaissez effectivement bien, un petit peu, de façon très euphémique, on va dire. Ce modèle de ralentir. Donc, vous avez écrit un livre, justement, Choisir de ralentir. Ça fait partie aussi de cette grande thématique de sobriété heureuse. Quels effets concrets, vraiment, pour qu'on soit dans l'aspect solution, voilà. Qu'est-ce que ça a donné chez vous en particulier de ralentir? Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus? En quoi ça peut être... Voilà, vous avez la minute de Madame Cyclopède pour faire l'article de ce ralentissement. Qu'est-ce que ça a changé? Alors, je dirais avant tout quelque chose qui a été dit plusieurs fois mais qu'on n'a pas assez pointé, c'est la question du sens. C'est le retour à quelque chose qui a du sens. Pour moi, pas forcément le même pour les autres. Ça, c'est quelque chose, quand on retrouve du sens dans sa vie, c'est quand même précieux. Ça amène de la légèreté, ça amène de la joie, ça amène énormément de choses. Autre chose que cela m'a apporté, c'est la partie relation. Là aussi, on en a parlé. On a parlé des communautés, on a parlé par rapport à l'enfant, notamment par rapport même au travail. On voit, il y a vraiment quelque chose, un parti pris sur le collectif. Eh bien, ça m'a amené un point de vigilance sur ma capacité à être présente dans mes relations, à être présente en moi-même, donc ça tu en parlais tout à l'heure, et aussi tout simplement dans la relation. Pourquoi je dis ça? Moi j'étais une jeune maman au moment où j'ai fait un burn-out, mon petit garçon avait 2 ans, j'étais une maman qui avait décidé de partir à 5h30 du travail, qui habitait à la campagne, qui travaillait dans un milieu écologie, qui prenait toutes ces valeurs-là, etc. Donc bon, il y avait à la fois du sens, il y avait déjà des actes qui étaient posés, et pourtant je suis tombée, et pourtant un soir, mon fils de 2 ans à qui je donnais à manger à la petite cuillère, me caresse le bras et me dit « Maman, ça va ?»
Du coup, ça va, oui, ça va bien. Et en fait, je me suis rendu compte que je lui donnais à manger, mais je ne me rendais pas compte que j'étais en train de lui donner à manger. Pourquoi? J'étais déjà projetée sur 21h, il sera au lit, je vais écrire ce mail, je vais reprendre ce dossier, je vais faire ci, je vais faire ça jusqu'à 2h du matin. Parce que oui, je partais à 5h30 pour être présente pour mon fils. Mais je rebossais après jusqu'à 2h du matin. Voilà. Donc, ce que ça m'a apporté, c'était vraiment c'est ce point de vigilance de dire, c'est pas parce qu'à 5h30, je suis avec mon enfant que je suis réellement là, voilà. Et ralentir, ça m'a apporté cette qualité de présence. Et il y a quelque chose que j'aime bien citer parce que c'est assez rigolo, c'est une étude américaine qui a été faite sur 75 ans, donc on a quand même peu d'études qui sont faites sur une telle amplitude d'années. Elle a étudié... je crois que c'est 180 hommes. Ils ont pris, alors les femmes, hein, bon, on s'intéressait pas trop à l'époque, mais là, ça y est, aujourd'hui, ils sont en train de s'ouvrir quand même. Mais ils ont pris la moitié d'hommes plutôt de milieu populaire. Il va falloir attendre 75 ans pour avoir l'étude, hein, merci. Voilà, ça y est, les femmes. Ah, peut-être qu'on va étudier les femmes aussi, mais bon, bref. Toujours dit que c'est quand même intéressant. Ils ont pris une moitié d'hommes issus de milieux plutôt populaires et une moitié d'hommes issus plutôt, de milieux sociaux favorisés. Et ils les ont étudiés pendant 75 ans. Quel est leur travail? Quelle est leur santé? Quelle est leur vie de famille? Est-ce qu'ils ont des enfants? Pas d'enfants? L'électroencéphalogramme, les amis, les machins, les trucs, etc. C'était à Harvard que cette étude a été faite. Et ils en sont arrivés à la conclusion que les personnes les plus heureuses étaient les personnes les plus entourées. Je me dis 75 ans d'études pour en arriver là. Waouh! Mais oui, mais en même temps, oui, notre société met principalement à mal la relation. Et c'est aussi un levier politique, soit dit en passant, hein, diviser pour mieux régner. Donc bon, ça c'est un autre débat. Un vieux. Bah oui, du pain et des jeux, ça aussi c'est un vieux truc. Bien sûr. Bref, je vais essayer de pas m'éparpiller. Ce qu'elle dit aussi cette étude d'intéressant, parce que bon, elle dit ça, mais elle dit quelque chose qui peut motiver les gens, c'est qu'elle dit ce sont les personnes qui à 50 ou 60 ans se disent les plus heureux. Donc, les personnes qui sont les plus entourées de vraies relations. On parle pas de 330 amis Facebook, hein, on est bien d'accord. On parle de relations de qualité que l'on peut entretenir dans notre quotidien. Et ben, ce sont ces personnes qui vieillissent le mieux, qui sont les moins malades et qui meurent le moins rapidement. Donc ça interpelle. Voilà. Donc, voilà, les deux choses, je dirais, le sens et la qualité de la relation. Et puis, après, tellement de choses, mais alors, je vais pas monopoliser la parole. Alors, Chloé, justement. Parce que maintenant, Chloé s'appelle Chloé. Donc, c'est une grande nouveauté à cette table ronde. Donc, Chloé, justement, quand vous travaillez avec ces collectivités locales, quels sont le retour qu'elles vous font, elles, sur l'application de votre programme J'aime, comme ça, où on reprend un peu conscience, on remet un peu de sens dans toutes ces organisations? Alors, il faut savoir que justement, dans le programme J'aime, il y a 5 piliers qui sont l'accompagnement et la formation des professionnels de l'éducation. Là, on parle donc des crèches, des ludothèques. De la crèche au lycée. D'accord. En passant par les centres de loisirs, les ludothèques. Donc voilà, on est en train, dans un premier temps, d'accompagner les crèches, les écoles, les centres de loisirs. Et petit à petit, on va avancer. Mais donc la première chose, c'est vraiment redonner du sens et recontextualiser le rôle du professionnel dans la relation à l'enfant, dans la relation à l'équipe, c'est-à-dire au groupe, au collectif équipe, au collectif crèche. Moi, j'aime beaucoup employer le mot collectif plus que projet finalement. Hein. Et donc, voilà, on redéfinit l'intérêt du collectif, ce vers quoi il tend et quel est son rôle et quel est son sens. Ensuite, on retravaille aussi sur l'aménagement des espaces, c'est-à-dire remettre un aménagement physiologique par rapport aux conditions de travail et des professionnels et des enfants et à l'accueil des parents et des familles. On travaille ensuite sur l'enfant, c'est-à-dire quelles vont être les meilleures conditions d'épanouissement de l'enfant, sachant qu'on a découvert que pour que l'enfant puisse être heureux et qu'il puisse développer des apprentissages sains et sereins, il était important de mobiliser son enthousiasme. Et donc, plus nous mobilisons l'enthousiasme de l'enfant, plus nous mobilisons sa joie d'être et d'échanger, plus nous allons développer des êtres social. Donc du coup pouvoir les connecter à eux-mêmes et les connecter à l'autre déjà. Ensuite, nous travaillons sur le collectif famille, c'est-à-dire que on vient proposer du soutien en parentalité
de proposer aussi des rencontres entre parents et aussi des rencontres entre les éducateurs et les familles. Et donc, le dernier point, c'est la mise en place de projets communs aux éducateurs, aux parents et aux enfants, c'est-à-dire produire quelque chose, créer quelque chose, produire non, mais créer quelque chose, vivre quelque chose ensemble qui a du sens, et pour notre collectif crèche, et de manière aussi juste de l'existence, quoi, redonner du sens à l'existence, c'est-à-dire ça peut être organiser le fait d'avoir un panier de légumes local, bio, à des prix intéressants, parce que nous nous sommes regroupés et que nous nous servons de la structure dans laquelle nous partageons du temps de vie, en fait, et donc nous pouvons par ce biais-là, eh bien, nourrir le vivre ensemble. Et ça marche? Oui. Voilà, important. Parce qu'on sait jamais ça. Oui, ça marche. Est-ce que les collectivités locales ont un engouement? Elles viennent vers vous? C'est vous qui faites une démarche? Parce qu'on parlait de volonté politique, donc ça démarre aussi là. On en est au tout début, vraiment. Ça fait 3 ans que je travaille sur ce projet et on est aux premières signatures et aux premières interventions. On est vraiment au tout début. Donc oui, ça marche parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les éducateurs que j'accompagne en formation et donc en accompagnement me disent déjà tout simplement au milieu de la crèche, là maintenant il y a un bois flotté avec des étiquettes marquées leur direction, c'est-à-dire tous les jours elles se disent qu'elles veulent nourrir le bonheur, la sécurité, la joie et l'amour. Et ça, c'est juste redéfinir ce pourquoi elles font ce travail en fait, et ce pourquoi elles accompagnent des bébés qui parfois on sont en manque d'amour de leurs parents qui sont au travail. Mais alors qu'est-ce qu'on nourrit? Ah ok, c'est difficile d'accueillir des émotions, justement. Pourquoi gestion des émotions? Parce que justement, on va accueillir des émotions fortes, des êtres en construction. Et lorsque je suis fatiguée, qu'est-ce que je nourris? Sur quoi je dois me concentrer? Bonheur, sécurité, joie, amour. Et donc déjà, c'est ça. Et franchement, ça leur change le quotidien. Ça a aussi développé une vraie communication. J'aime parler d'inconditionnalité dans la communication, c'est-à-dire que chaque membre, avec la direction, qui font partie de la formation, parce que ça c'est une condition pour accueillir le programme J'aime, c'est que tous les professionnels et les parents puissent bénéficier de ce programme et donc se forment. Puisque j'y vois aussi, c'est une valorisation du métier, en fait, surtout. C'est-à-dire qu'on reprend possession de sa vocation, ou si c'est pas une vocation, en tout cas de son rôle, de son utilité. Exactement. Dans un système, et on n'est plus juste un petit numéro en bas. Voilà. Du sens. On existe à nouveau. Du sens, du lien, de l'humain. Et puis surtout, remettre, ce pourquoi nous sommes là. Remettre vraiment, si ça permet aussi aux personnes qui bénéficient de la formation J'aime de se dire, est-ce que je suis vraiment faite pour ce métier? Est-ce que c'est vraiment là ce pourquoi je veux nourrir tous les jours? Ce pourquoi je veux me lever et parfois peut-être souffrir parce que je vais travailler sur moi, ça va faire ressortir des choses difficiles sur ce que je vis avec mon collègue, avec ma direction. Et du coup, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre ça? Et donc aussi du coup améliorer l'accueil de la direction, c'est-à-dire que je suis bien évidemment confrontée à des problèmes justement de conditions de travail, de conditions de salariat, où du coup il y a des choses qui se font qui me paraissent, j'ai été très étonnée, et donc je travaille aussi à recréer du lien et de la discussion sans mettre en péril justement sa place au sein de la crèche, de l'établissement. Donc on travaille vraiment sur la communication, sur le fait de reformer et de se reconnecter à son cœur de compassion, à ce qu'on est tous liés, par quoi nous sommes liés? Par le fait d'appartenir tous et d'être tous en interconnexion. Et donc, on n'est pas en train de parler de productivité, on n'est pas en train de parler de chiffres, justement. On est en train de parler de l'humain et du coup de reconnecter l'humain à l'humain. Ça, c'est vraiment ce qui se passe avec le programme J'aime, en fait. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de faire ressortir notre cœur de compassion sur la thématique écologique pour conclure avec Mathilde. En quoi, justement, la sobriété heureuse, elle peut encore plus impacter la prise de conscience des enjeux écologiques, finalement? Je reprends Pierre Rabhi qui dit oui, on est tous maillons d'une chaîne, finalement. Les moustiques, les fourmis, les machins, mais les fourmis, on leur demande pas si elles ont envie de bosser 35 heures ou pas, et pourtant elles bossent, quoi. Donc, elles bossent ou elles bossent pas, elles ont leur temps libre, libéré, tout ce qu'on veut. Voilà.
c'est pas tout à fait la même chose. Mais comment on fait justement pour parce qu'on est tous d'accord là-dessus, il y a une course effrénée, on voit les images à la télévision, on s'indigne 5 minutes puis on passe à autre chose. Et pourtant, il faut bien qu'on bouge quoi là-dessus. Hubert Reeves disait récemment, faisons comme si c'était pas foutu. D'ailleurs, Hubert Reeves rejoint Arnonès sur un point, c'est qu'il dit que même si on veut avoir une conduite exemplaire en termes d'écologie, on a le droit aussi d'avoir quelques vices. Alors Arnonès employait le mot vice. Yeah, ouais. Et Hubert Reeves a publié un article dans Le Monde il y a quelques années dans lequel il expliquait que prendre l'avion, par exemple, c'est un énorme polluant, certes, mais en même temps, ça permet le partage des savoirs. Ça permet d'aller à la rencontre de l'autre, ça permet d'élargir les frontières et c'est indispensable. On n'a pas encore trouvé mieux pour le moment pour raccourcir les distances. Et Arnonès, en fait, c'est en ça, moi, que je le trouve accessible et en ça qu'il est plus facile de s'identifier à lui, c'est que il disait voilà, on n'est pas cohérent, l'être humain n'est pas cohérent, on sera cohérent quand on sera mort. Parce que quand on est mort, on n'est plus, et donc là, c'est une cohérence. On n'a jamais été aussi efficace, quoi. On n'a jamais été aussi slow. Mais en fait, Arnonès, il disait voilà, vous pouvez, la conduite parfaite est impossible, et donc vous n'allez pas passer votre temps à déprimer parce que vous n'avez pas réussi à réduire votre empreinte écologique autant que vous l'auriez souhaité. Lui, par exemple, quand il avait très 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 envie de faire un voyage pour aller faire de l'alpinisme ou que sais-je, il en profitait pour aller donner une conférence ou un cours sur le chemin pour finalement là il y a le mot productivité qui me vient en tête, je suis désolée, mais pour rendre optimiser le trajet. Alors lui, il n'avait pas de solution miracle. Il a développé un courant de pensée. À la fin de sa vie, il a avoué, il a dit voilà, j'ai bien conscience que ma philosophie est incomplète, mais j'espère au moins que c'est une pensée en chemin et que d'autres la reprendront après moi ou contre moi ou avec moi. Et faire évoluer quoi. Voilà, et c'est aussi pour ça qu'il avait préféré le terme de mouvement pour dire que c'est quelque chose de collectif, que ce n'est pas une doctrine, qu'il y a des aspérités, que ça mérite d'être continué, critiqué. Par exemple, moi, dans les critiques que je pourrais lui adresser, c'est que il s'est très peu intéressé aux discriminations de genre, aux discriminations sociales. Voilà, quand il parle d'éducation, il parle très peu de la place de la femme, entre autres. Mais pour en revenir à la question, comment la sobriété heureuse peut impacter les grands enjeux écologiques? Le mot-clé, c'est l'empathie. En fait, quand il dit que les intérêts de la nature et ceux de l'homme sont les mêmes, qui parle de ce grand soi avec un grand S, c'est pas du tout une formule de gourou, c'est pour dire que la clé à tout ça, c'est l'empathie, c'est qu'il faut en fait s'identifier, que le processus d'identification à l'autre est extrêmement important, qu'il s'agisse d'un autre être humain ou d'un arbre ou d'un paysage même. Lui, il raconte souvent une petite anecdote, c'est sa petite anecdote comme l'anecdote du colibri pour Pierre Rabhi. En fait, quand il était petit, il allait à chaque fois en vacances au même endroit avec ses parents, qui avaient un petit chalet à la montagne, comme c'est le cas pour beaucoup de Norvégiens de classe moyenne. Et en fait, le paysage à l'horizon, il y avait une grande montagne, une espèce de plateau montagneux. Et en fait, il s'est très vite rendu compte, alors la psychanalyse aidant, parce que là, on parle de quelqu'un qui est né en 1912, donc il a grandi avec les idées de Freud, mais il avait plus son papa, son père est mort quand il était tout petit, et du coup, il a identifié cette chaîne de montagne à une figure paternelle. Et en fait, à chaque fois qu'il allait en vacances à cet endroit, il s'est mis à parler à la montagne, à penser à la montagne pour se rassurer le soir au moment de se coucher, etc. Et il y voyait une forme comme ça d'autorité, enfin de tierce personne qui se rajoutait à sa relation à sa mère. Et il s'est rendu compte à quel point le processus d'identification lui avait apporté un sentiment d'assurance, un sentiment de confiance en lui, l'amour pour la nature, son amour pour la montagne aussi sans doute. Et il a même écrit un livre sur cette montagne, qui n'est pas traduit en français pour le coup.
Merci beaucoup. Donc en fait, j'ai plus l'impression que c'est plus qu'une sobriété heureuse, c'est une sobriété intelligente. Quand je vous entends un peu, voilà, raisonner plus qu'heureuse, on peut imaginer qu'on va tous être comme les stoïciens avec un pagne. Et en fait, c'est pas ça du tout. C'est plutôt pour penser de façon pragmatique. Ça n'a jamais été aussi pragmatique finalement. C'est le temps, c'est le vôtre maintenant. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués parce que si vous avez, oui, est-ce qu'ils vous ont endormi? On a ralenti un peu. Donc je vais passer. Oui, bon, comme vous voulez le faire, parce que sinon moi je vais ralentir aussi après. Donc des petites questions. Je suis sûre que vous en avez des tonnes. Ah, évidemment. Pourquoi évidemment? Non, merci. Merci à vous quatre, c'était passionnant. Mais je voudrais commencer par une remarque personnelle. Il y a 2 mois et demi, j'étais au milieu rural, au sud-ouest Burkina Faso, et tout d'un coup, je me disais, nos problèmes de riches, c'est quand même grave, quoi, parce que qu'est-ce que j'étais heureux là-bas d'être loin de toutes ces considérations, et en même temps, j'étais avec des gens qui ont envie aussi de progresser et d'aller un peu dans notre sens. Donc, c'est une sorte de paradoxe. Voilà, nos problèmes de riches. J'ai juste une toute petite remarque pour Nelly. Là, dans l'Ardèche, il n'y a pas de repair café parce que sinon, on vous aurait pas dit d'acheter un autre truc. Là, nous, on les répare gratuitement. Il n'y a pas de problème. Il y en a à Biot. Donc, voilà. Et puis, au détour du clin d'œil, mais tout à fait au début de l'exposé de Chloé, vous avez évoqué dans votre propos la communication non violente, et par rapport à votre propos général qui est très très dérangeant, mais dans le bon sens du terme, comment vous la placez, cette communication non violente, et comment la décrivez-vous? Merci. La communication non violente, pour moi, c'est justement ce que j'ai essayé de résumer, de synthétiser sur pouvoir communiquer ce que je suis, ce que j'ai besoin, ce que j'ai envie, tout en respectant ce que tu es, ce que tu as besoin, ce que tu as envie, et que mon je et ton tu puissent se rencontrer pour former un nous, et que ce nous soit nourri autant de toi que de moi. Et que, en plus, lorsque je communique de manière non violente, je peux, aussi être totalement vrai sans avoir peur de ce jugement. Et donc, pour moi, c'est aussi y amener de la douceur dans les relations. Et vraiment, pour la sobriété heureuse, pour moi, c'est aussi s'autoriser la douceur, s'autoriser la bienveillance. Alors aujourd'hui, c'est très galvanisé, bienveillance, parce qu'il est, il est utilisé à tout bout de champ, et pourtant, c'est comme gentil ou c'est comme méchant. Et pourtant, s'autoriser la bienveillance avec soi-même et avec l'autre, et pouvoir entendre le « je t'aime » et « tu m'emmerdes ». Dans l'autre sens, ça marche aussi. Hein. Oui, je t'emmerde et je t'aime, mais tout ça pour dire enlever le « mais ». Tu m'emmerdes. Parce que mais ça impose la condition de l'amour, alors que lorsque je communique non violemment, j'ai le droit de te dire je t'aime, et ça ne remet jamais en question mon amour pour toi. Thomas d'Azembourg parle de désaccord et non de désamour, et c'est justement de pouvoir apporter son désaccord sans jamais remettre en question l'inconditionnalité de la relation. Et notamment, c'est aussi pour le mettre au champ plus large dans la vie, c'est pouvoir s'autoriser à se tromper, s'autoriser à faire des erreurs, s'autoriser éventuellement, peut-être si je suis végétalien, s'autoriser à se dire là, clairement j'ai envie de viande. Et en fait, peut-être que ce soir je vais manger de la viande. Le coming out. Non, mais en fait, tout ça pour vous dire que je peux être tous les jours nourrie par de grandes envies, et la communication non violente, c'est aussi s'autoriser à se dire OK, j'ai le droit de me tromper, et je vais pouvoir faire l'expérience de cet échec qui est très mal vu en France et qui est pourtant une occasion dans plein d'autres pays, mais qui est donc
pouvoir nourrir aussi cette communication non violente avec soi-même et avec l'autre. Mais surtout, s'autoriser l'erreur, c'est surtout parce que l'erreur, elle apprend plein de choses, indépendamment de ça. C'est pas tant pour bienveillance vis-à-vis de soi, c'est surtout parce que ça éclaire aussi pas mal de choses. Les scientifiques ont fait des tonnes d'erreurs et grâce à ça, on a progressé énormément. Mais cela dit, ce qui est intéressant dans ce que dit Chloé, et en même temps, c'est un peu le problème, c'est qu'il faudrait tous qu'on fasse une psychanalyse pour être capable d'arrêter de dire mais en opposition systématique et de dire un et ça va prendre un petit peu de temps, je pense. Une psychanalyse peut-être pas. En fait, après c'est bon, c'est un autre débat, on parlera d'éducation à un autre moment. Ouais. Une psychanalyse peut-être pas, mais porter une attention à, sûrement. C'est-à-dire se dire ah tiens, vous savez quand on a un tic de langage où on va dire par exemple du coup, moi c'est beaucoup du coup, mais du coup de quoi? Tu te fais mal pourquoi? Et donc c'est juste porter une attention et petit à petit, parce qu'on porte l'attention, eh bien on prend conscience, et parce qu'on porte conscience, alors on y met une conscientisation et on permet justement d'aller chercher seul. Mais moi si je fais ça, Chloé, je perds le fil de ce que je veux dire, parce que si je commence à écouter tout ce que je dis en tic, je sais même plus où je veux aller, donc ça va me mobiliser beaucoup de mon limbique. Ça fait du bien. Non, ou une bonne BD sur Freud. Oui, bien sûr, mais oui, bien sûr, et en même temps, c'est quelqu'un d'autre. Ça, c'est un copyright. Voilà, oui, mais c'est vraiment ça, c'est en fait enlever laisser le pouvoir à l'autre de pouvoir m'apporter mon bien-être. Non, je suis seule responsable de mon bien-être. Et donc, je n'ai pas forcément, comme on a tendance à donner à l'école le besoin d'éducation de nos enfants, je n'ai pas forcément besoin d'avoir quelqu'un d'érigé comme expert, comme là, moi, personnellement, pour moi, tout le monde pourrait être là. Et on n'est pas forcément obligé d'être expert pour pouvoir sortir la personne de l'autre. Par contre, pouvoir être une oreille, une attention, pouvoir être le coup de projecteur sur la blessure de quelqu'un, ça peut être intéressant, mais la personne fait seule son chemin. On revient, alors, pardon Mathilde, back to basics. Revenons aux fondamentaux. On va reparler de notre sobriété heureuse. Est-ce que vous avez d'autres questions relatives à Madame? J'arrive. Non? Sûr? Merci, Madame, je suis désolée, je vais vous couper. Vous allez reformuler votre question parce que le micro, c'est aussi pour la captation. Oui, je dis, ça semble une évidence pour beaucoup de gens de dire que maintenant, plus personne n'a le temps, tout le monde court après le temps, etc. Comme c'est bien dans le film, tout s'accélère. Et ça, c'est quelque chose que je comprends pas. On n'a jamais aussi peu travaillé. Il y a des robots qui font plein de travail pour nous à notre place. Et voilà. Donc, merci, parce que tout à l'heure j'avais envie de dire ça, mais je trouvais que j'avais beaucoup parlé, alors j'ai pas demandé le micro. Mais c'est vraiment quelque chose d'essentiel. On a beaucoup plus de temps qu'avant, mais beaucoup plus. On travaille moins. Je crois qu'on travaille moitié moins qu'il y a 100 ans. On vit plus vieux. On a des congés, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Parce que le manque de temps, il est réel, l'accélération, elle est réelle. Ce qui s'est passé, voilà, il en a parlé tout à l'heure, ça s'appelle la société de loisirs. C'est-à-dire qu'on a transformé le temps disponible en consommation. On a, on a aliéné l'individu qui n'arrive plus à se connecter avec du vide. On le voit bien, nos grands-parents, nos retraités, c'est la seule génération, c'est la dernière, c'était une des premières à avoir la retraite et ça sera une des dernières. Ils sont débordés. Ils sont complètement débordés. À tel point que certains nous disent, mais non, j'ai pas le temps de garder mes petits-enfants. Et pourquoi pas, hein? Je dis pas qu'il faut garder les petits-enfants quand on est âgé. Mais, alors là, pour moi, on est dans des questions à la fois sociétales, effectivement, liées au monde du travail, etc., la consommation, tout ce qu'on a fait, on va pas refaire l'histoire. On est aussi dans des questions philosophiques et je dirais presque spirituelles. C'est-à-dire existentielle, voilà, spirituel dans le sens, on parle pas de religion, hein, voilà, philosophie, existentialisme, etc. C'est-à-dire que quelque part, je pense qu'il s'agit d'une fuite en avant que l'on connaît sur le plan collectif et que l'on connaît sur le plan individuel, et que cette fuite en avant, elle est le reflet de peur fondamentale que nous avons. Voilà. Mais ça, après, j'aurai le plaisir d'en parler demain à 11h, hein, c'est ça? Absolument. Parce qu'après, j'aurai l'impression de me répéter. On fera la retape, on fera la réclame après pour la rencontre littéraire de demain. C'est vraiment ça. On a du temps.
mais on n'a plus de temps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue en nous? En quoi nous sommes devenus des êtres qui passons à côté de nos vies quelque part? J'exagère le trait, mais il y a un peu de ça quand même. Bah, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de revirements aussi à la quarantaine, de gens qui changent complètement parce que justement il y a une prise de conscience de je suis pas à ma place, je fais pas ce que je veux, ça va pas, etc. Baptiste, vous vouliez réagir? Ouais, du coup, en deux mots là-dessus. Donc Nelly l'a dit. Donc j'en parlais tout à l'heure aussi. Donc on n'a jamais aussi peu travaillé. Ceci dit, je disais tout à l'heure, il y a notre travail de producteur, il y a aussi notre travail de consommateur. Ça nous prend énormément de temps, sachant qu'on a fait beaucoup de gains de productivité en matière de production. On n'a pas fait beaucoup de gains de productivité en matière de consommation. Ce qui fait que souvent aussi, ça nous conduit à essayer d'être toujours plus efficace dans notre consommation, faire plusieurs choses en même temps, etc. Et c'est là aussi qu'on passe à côté d'une partie de ce qu'on fait concrètement. Une partie de notre consommation aussi nous permet d'acheter du temps. Acheter du temps à travers des services à la personne, etc. On va essayer de déléguer autant que possible et donc troquer un peu de notre temps de travail à nous, qui nous rapporte un salaire, pour pouvoir acheter du temps des autres qui vont réaliser des services à notre place ou acheter des biens, des produits qui sont censés nous faire gagner du temps. Ce qui marche pas à tous les coups. Ce qui marche même assez rarement, la plupart du temps, en fait, les biens et services qui sont censés nous faire gagner du temps ne font pas gagner de temps, simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet rebond en économie, qui fait que lorsque on fait des gains en efficacité, ça change nos comportements, qui annulent nos gains en efficacité. Alors, je sais pas si vous connaissez un peu, enfin c'est pour prendre une image. Alors, ce sera pas apporté à la question. Enfin, si ça peut être apporté à la question du temps. La machine à laver fait gagner du temps sur une lessive, mais quand on a une machine à laver, on fait beaucoup plus de lessive que quand on n'a pas de machine à laver. On change, ça change notre rapport aux vêtements, etc. Donc ça, c'est un exemple d'effet rebond. Donc oui, du coup, je disais, la consommation nous fait pas forcément gagner du temps, et puis quand bien même ça nous fait gagner du temps, la question qui se pose, c'est la question qui est posée par un auteur qui s'appelle Nicolas Georgescu-Roegen, qui était un économiste qui a planché sur la décroissance dans la partie limite physique de la croissance, et qui a parlé de ce qu'il appelle, alors le nom est un peu barbare, le cyclodrome du rasoir. Et donc il dit, on invente un rasoir, parce que le rasoir, messieurs, nous fait gagner du temps. Le rasoir électrique nous fait gagner du temps. Enfin, le plus simple, c'est de pas se raser, hein, évidemment. Il y a débat. Donc, le rasoir électrique nous fait gagner du temps. Et donc, Nicolas Georgescu-Roegen nous dit, ça nous permet de libérer du temps pour travailler à l'invention d'un nouveau rasoir, qui nous permettra de gagner encore plus de temps, qui nous permettra de consacrer notre temps à l'invention d'un nouveau rasoir, etc. Et donc, en gros, il dit, mais finalement, à quoi bon? À quel moment on se dit, gagner du temps, pourquoi faire? La question de la finalité, du coup, c'est effectivement la question du sens qu'on posait tout à l'heure. Notre anecdote, on voyage, c'est extraordinaire. C'est une des choses effectivement que cette modernité nous a amené aujourd'hui. Combien de gens entendez-vous dire j'ai fait New York, j'ai fait Berlin, j'ai fait tel pays? Ça veut dire que le voyage n'est devenu qu'une case à cocher sur notre to-do list. Ça, j'ai fait. Je suis un citoyen exemplaire, je suis cultivé, je suis à la page, je voyage, etc. Il y a une perte de sens en fait. On en revient, voilà. Et ça rejoint un petit peu l'anecdote de la machine à laver. Je trouve que l'anecdote du voyage dans comment nous abordons les éléments de nos vies, c'est très significatif. Juste par rapport au temps, pour moi, c'est une question de choix. C'est-à-dire choisir à quoi on donne son temps et son temps de vie. Plus nous choisissons, nous pouvons être acteurs en fait de nos vies. C'est aussi ça le slow notamment, ou tout ce qui a pu être développé par la sobriété heureuse. C'est vraiment une question de choix. Qu'est-ce qui est important pour nous? Et donc là, si c'est important pour nous, on libère du temps. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Une autre question dans la foule en délire. Madame. Donc, je vous laisse le micro. Vous avez. Si, parce que c'est pour la caméra, pour qu'on ait votre question. Bon, je voulais vous remercier tous parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter et je suis une grand-mère, une arrière-grand-mère et je suis contente de voir qu'il y ait des jeunes qui réalisent tout ce que notre génération avons fait de mal sur cette terre. Parce qu'on a fait beaucoup de mal depuis la dernière guerre. Et puis vous allez tout changer. Oui. Vous l'avez fait pour des bonnes raisons. Comment? Vous l'avez fait pour des bonnes raisons. Peut-être, mais enfin, on nous l'a aussi imposé. Hein? On nous l'a aussi imposé. On nous a fait croire certaines choses qu'on réalise maintenant qui sont fausses. Vous êtes au courant de ce paysan, Monsieur François, qui a gagné un procès contre Monsanto. Et j'espère qu'en France, tout le monde va aider ce paysan. Parce que
en l'aidant lui, c'est tous nos enfants, nos petits-enfants qu'on va aider de cette façon. Et je trouve que c'est bien que vous ayez changé de vie beaucoup. Les GAFA. Ouh. Ah bah oui, c'est vrai que si je dis qu'il faut le micro et que moi je l'ai pas, c'est l'exemplarité est très limite. Non, je disais on aura certainement et on a déjà nos Monsanto à nous de notre génération et il faut effectivement qu'on soit vigilants nous aussi. Sortez de Facebook hein, tout de suite. Il y a une question, pardon, j'ai loupé quelqu'un. Pardon, monsieur. Donc, je vous réitère la consigne, il faut parler dans le micro pour qu'on puisse entendre votre question pour le film. Merci. Alors déjà, merci à tous pour vos interventions. C'est vrai que c'est très intéressant. Après, moi, j'avais plutôt une question pour Baptiste, profiter parce que j'ai pas souvent l'occasion de parler à des économistes. Parce que donc t'as parlé du Club de Rome, t'as parlé aussi juste avant de la décroissance et de la fin de la croissance. Et du coup, je pense que la sobriété heureuse, c'est important qu'on y pense tous collectivement. Mais je pense que la sobriété, en fait, elle va nous être plus ou moins imposée à un moment donné. Et je voudrais savoir, toi, en tant qu'économiste, ouais, c'est pas quand, parce que c'est difficile de faire Madame Irma, mais en gros, avec les éléments que tu as actuellement, par rapport au Club de Rome qui était dans les années 70, où est-ce qu'on en est? Alors, je vais être le rabat-joie de la soirée, alors. Du coup. Tu fais édulcorer, alors. Du coup, ouais, c'est demain. Ouais, du coup, dans Halte à la croissance, parce que donc le rapport du Club de Rome, il disait donc que ça allait mal tourner à horizon 2030-2050. Donc voilà, bon ils ont fait ça, c'était donc en 1972 quand ils ont sorti leur premier rapport. Ils ont fait une version actualisée au début des années 2000. Ils disaient en fait on a eu raison. Donc ça serait plutôt 2030-2050. Après la question qui se pose c'est est-ce qu'on va réussir à rectifier le tir avant. Alors là aussi où je vais être rabat-joie, moi je suis pas super optimiste sur. Apparemment, quelqu'un veut protester contre ce que vous dites, une objection. Baptiste. Faut parler dans le micro, sinon ça ne passera pas. Qu'est-ce que tu penses des GAFA? Du coup, oui, je disais, je suis pas super optimiste quant à l'efficacité politique de l'écologie, comme discours pour infléchir les comportements et notre trajectoire. Je pars du principe que aujourd'hui, à peu près tout le monde a entendu parler des histoires de dérèglement climatique, de l'épuisement des ressources naturelles, des choses dans ce genre-là. Et malgré tout, on n'a pas vu un raz-de-marée écolo aux élections, un changement radical des comportements, des habitudes de vie, etc. Ce qui me conduit à penser que c'est pas forcément le bon angle pour promouvoir la décroissance, tout simplement parce que si on s'appuie sur les limites écologiques, à l'exception du discours d'Arnonès pour le coup, qui est pas simplement un discours purement instrumental vis-à-vis de la nature, la plupart du temps, ça conduit à opter pour une décroissance par défaut. Faute de pouvoir continuer à croître, il va falloir réduire la voilure. Sinon, effectivement, on va dans le mur, etc. Mais on est dans une logique de sacrifice, de renoncement, et autant le laisser aux générations futures, ce sacrifice, ce renoncement, puis on en reparlera quand vraiment on sera au pied du mur. En plus, avec la possibilité toujours de se référer un peu à un discours magique autour de la croissance verte, donc la foi dans le progrès, où on se dit, l'image de la voiture qui fonce dans le mur, et on se dit, si on accélère un peu, ça passe. Puis si on accélère un peu, ça passe, on va passer à travers le mur sans trop de difficultés, ce qui me semble un peu optimiste comme raisonnement. Le chat valide. Et donc du coup, c'est pour ça que moi je m'appuie davantage sur les limites sociales. Donc la sobriété heureuse vue à la fois comme une préservation. Donc du coup, ce que tu as pu exprimer aussi, Nelly, au bout d'un moment aussi vis-à-vis du boulot, on peut juste saturer et se dire moi je me retire. Droit de retrait un peu, j'arrête de me pourrir la vie au boulot, il y a mieux à faire. Et de fait, ça se traduit par une sobriété. Ou alors simplement rechercher l'épanouissement. Encore une fois, moi je pense que une des clés pour favoriser et encore une objection. On est tous un maillon d'une chaîne, Baptiste. Le chat aussi.
Du coup, je me suis perdu. Donc du coup, oui, je disais l'emploi, le boulot. Le boulot me semble être une bonne entrée pour arriver à la décroissance, parce que je pense que la recherche d'épanouissement hors de l'emploi conduit alors nécessairement à la décroissance ou à la sobriété. Et c'est pas vécu comme un sacrifice, comme un renoncement. Et malgré tout, ça se traduit nécessairement aussi par un volet écolo. Donc du coup, voilà, c'est la limite que j'ai vis-à-vis du discours écolo, même si par ailleurs, évidemment, je suis tout à fait conscient des limites écologiques de la croissance. Je me dis, insistons sur les limites sociales, et peut-être qu'on pourra avoir une vision un peu plus positive de cet abandon de la croissance. Ça répond à votre question. Donc, y a-t-il d'autres 2030-2050, hein, sinon. Si ça pète pas avant, pour d'autres raisons, par ailleurs. Merci à tous, c'était très intéressant effectivement et je trouve ça très riche de parler de la sobriété heureuse avec des profils aussi divers et différents là autour de la table. Moi j'avais une question par rapport au début de l'échange, on a parlé d'organisation sociale et Baptiste vient d'en reparler maintenant. Par rapport à vos profils et à vos vies à chacun, est-ce que vous pensez qu'il y a des organisations qui permettent plus facilement la sobriété heureuse pour les gens, que ce soit dans le milieu professionnel, au niveau des entreprises ou au niveau des organisations, qu'elles soient politiques ou dans les organisations dans lesquelles vous avez pu travailler? Est-ce que vous pensez que collectivement, on peut organiser la sobriété heureuse? Alors, puisqu'on parle énormément de start-up et qu'on dit que c'est l'avenir de l'entreprise, moi je pense que dans la forme actuelle, dans la culture actuelle des start-up, il n'y a pas de réponse pour ça, parce qu'on prône effectivement les bienfaits que ça peut avoir pour l'individu, parce qu'on parle d'entreprise libérée, mais la start-up n'est pas une entreprise libérée. C'est une forme d'entreprise qui est très ancienne, mais qui cache la précarité avec des habits neufs en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on parle de flexibilité, c'est-à-dire tu peux choisir tes horaires, partir quand tu veux, venir quand tu veux, mais en fait, qu'est-ce que ça cache? Ça cache des heures sup non payées, ou comme le racontait Nelly, des heures sup à la maison. Ça cache en fait la disparition de la frontière entre vie privée et vie publique. On parle de hiérarchie plate, en réalité c'est pas vrai, il y a toujours bel et bien une hiérarchie, c'est encore un système très patriarcal. Bref, donc pas dans les startups. Alors pour le coup, je suis pas du tout contre le statut d'auto-entrepreneur, je suis contre le statut d'auto-entrepreneur quand il est subi en fait, c'est-à-dire je suis contre l'ubérisation par exemple. En l'occurrence, moi j'ai une vie d'auto-entrepreneur et je suis hyper heureuse dans mon travail, mais parce que j'ai la chance de pouvoir choisir de plus en plus ce que je fais. Mais voilà, c'est pour ça, il y a plein de facteurs aussi sociaux qui interviennent, qui font que on peut se diriger vers un métier qu'on aime. Je pense qu'il y a tellement de chaînes dont il faut arriver à se libérer que je pense pas en tout cas que l'entreprise soit la solution. Voilà. Alors du coup, j'ai essayé de griffonner 2-3 trucs là-dessus. C'est clair. Finalement, c'est pas vraiment un temps partiel. Hein. Je suis en heure sup là. Donc ouais, du coup sur quel cadre pour la sobriété heureuse. Donc j'ai noté l'égalitarisme et la coopération. Donc moi je me définis comme un égalitariste radical qui et du coup, enfin c'est l'idée, c'est qu'il faut changer nos normes sociales, le cadre dans lequel on évolue. Alors, je fais un petit détour par les sociétés égalitaires. Je vous donne une autre piste de lecture avec Christophe Darmanjak, qui a écrit un livre qui s'appelle Conversation sur l'origine des inégalités, dans lequel il présente différents cas de sociétés égalitaires, et il explique qu'en gros, dans les sociétés égalitaires, on trouve des gens comme vous, moi. C'est des gens qui sont aussi vicieux que vous, aussi vertueux que moi, en toute logique. Et malgré tout, ça fonctionne différemment. Ça fonctionne différemment parce que le cadre social est pas le même. Il prend plusieurs exemples, je vous en donne juste un. Il parle du partage du butin du fruit de la chasse. Il dit par exemple dans certaines sociétés, donc sociétés de chasseurs-cueilleurs égalitaires, les chasseurs vont chasser en groupe et donc la bête qui est tuée appartient au chasseur dont la flèche a fait mouche.
Et donc il explique que donc les chasseurs vont chasser, ils tirent, ils arrivent à attraper un animal, ils reviennent au camp, personne ne dit rien, etc. Et on laisse la flèche parler, on retire la flèche, on dit ah c'est la flèche de machin qui a tué. Et là obligation, enfin norme sociale, obligation morale. À aucun moment le chasseur se lève et dit waouh regardez c'est moi le plus fort, c'est moi qui ai tué, etc. Non, il dit j'ai eu de la chance, et systématiquement on partage équitablement le fruit de la chasse. Ça c'est une norme sociale toute simple. Qui fait que automatiquement on est dans une logique de partage et d'égalitarisme plutôt que dans une logique de compétition. Et vous voyez évidemment que nous ne sommes pas dans cette société-là. Nous sommes dans la société qui dit bah oui j'ai réussi, je le mérite et du coup je peux gagner beaucoup plus que les autres parce que je l'ai mérité. Donc du coup, ça suppose déjà de changer ce cadre-là. Et ensuite, défendre la coopération. Encore une fois, là, on est dans des difficultés d'organisation, enfin d'action collective, qui ont pu être étudiées en économie dans le cadre de la théorie de la théorie des jeux, qui suppose là aussi de s'imposer collectivement des normes. Donc réussir à imposer la coopération plutôt que d'avoir une institution qui encadre la concurrence. Sans doute faudrait-il avoir des institutions qui encadrent la coopération. Et du coup, de ce point de vue-là, il me semble que l'économie sociale et solidaire est un bon cadre pour généraliser la sobriété heureuse. Et donc, dans le champ de l'économie sociale et solidaire, donc moi je m'intéresse particulièrement aux coopératives, et notamment à ce qu'on appelle les coopératives intégrales. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Coopératives intégrales qui sont des cadres collectifs dans lesquels on se pose ensemble l'ensemble des questions économiques. Qu'est-ce qu'on produit, pour qui on produit, dans quelles conditions on produit, etc. Enfin, l'ensemble des questions économiques, et on s'arrange pour essayer d'y répondre aussi collectivement, en mélangeant les différentes initiatives qu'on peut trouver dans le champ d'économie sociale et solidaire, donc monnaie locale, système d'échange locaux, enfin système d'entraide locaux, techniquement, au bout d'un moment, coopérative d'activité et d'emploi, ateliers d'auto-formation, etc. Bref, on mélange tout ça, coopérative d'habitants, coopérative immobilière, on mélange tout ça, et l'avantage de tout ça, c'est que donc ça permet davantage de coopération, et surtout ça permet de lutter contre ce qui me semble être le principal obstacle aujourd'hui à la généralisation de la sobriété heureuse, c'est-à-dire la peur qui existe en chacun de nous, la peur du déclassement, la peur de la précarité, la peur du chômage, etc., qui fait que c'est un gros frein quand même pour réussir à franchir le pas seul. Donc du coup, s'appuyer sur ce type de mécanisme pour avoir un système de mutualisation des risques et pouvoir faire le pas de côté à plusieurs, plutôt qu'être seul dans son coin. Ce qui est assez intéressant dans ce que vous dites, Baptiste, c'est que finalement, vous essayez de faire passer la morale pour une norme, en fait. Quand je prends l'exemple du chasseur, quelque part, la morale tendrait à dire qu'effectivement, il faut partager. Une morale particulière ? Oui, a priori, j'imagine. Ouais, c'est vrai que la morale pourrait être de garder ça. Oui, le bon sens. Ouais, le bon sens ferait que oui, si on veut faire en sorte que, si on attrape le mammouth tous ensemble, à un moment donné, il faut bien qu'on partage, même si je suis pas à l'origine de la flèche qui a tué le mammouth. Donc c'est presque une logique un peu comme Ford au final, qui crée des choses parce que ça fait progresser aussi. Ouais, en fait, vraiment, c'est un cadre normatif qui est différent. Je prends juste un autre exemple pour illustrer. Dans d'autres sociétés, il y a un tabou alimentaire qui existe. Le chasseur ne peut pas manger sa proie, sinon il risque de tomber malade. C'est une croyance qui est totalement farfelue. On sait que médicalement, il n'y a aucun risque à manger un animal qu'on a tué soi-même. Simplement, la maladie qu'on chope quand on mange la proie qu'on a tuée, c'est l'égoïsme. Mais non, mais clairement, si on a une société égalitariste, c'est contagieux, il faut surtout pas faire ça, et ça oblige le chasseur à partager systématiquement. Il chasse pour les autres chassent pour lui. Encore une norme sociale, mais c'est vraiment, quand je dis il faut changer le cadre normatif, c'est ça, c'est imaginer d'autres mécanismes qui imposent le partage et la coopération plutôt que de miser sur la compétition. Comme on le fait aujourd'hui depuis que le monde est monde. Ouais, le discours économique actuel. Nelly, alors ce cadre de la sobriété heureuse pour répondre à la question. Alors là, c'est moi qui vais être un peu rabat-joise. J'ai participé à plein d'essais de gouvernance, sociocratie, holacratie, gouvernance partagée, communication non violente, etc. J'ai vu des choses d'une extrême violence. Donc je dis attention. Par contre, j'ai beaucoup aimé tout ce que tu as dit. Le cadre, etc., c'est très intéressant. Qui l'utilise et pour quelle finalité? Voilà. Donc des choses, on peut en inventer. On est en train d'en inventer. On en a inventé. On en inventera encore. C'est super. J'ai peut-être pas été dans les bons endroits pour avoir confiance dans ces choses-là. Il faut le faire. Expérimentons. Bon, ça c'est le côté rabat-joie. Maintenant, le côté un peu positif, c'est que je dirais, le cadre, c'est l'éducation.
pour moi, la clé, c'est les enfants. Ce sont les enfants, pardon. C'est-à-dire que dès l'enfance, ne plus être dans une relation de compétition, développer une capacité à être au monde, développer de l'empathie, voilà. Pour moi, c'est la clé. Plus je travaille dans le milieu de l'écologie, plus je vois tout ce que je vois, plus voilà. Et plus je me dis, la clé, ce sont les enfants. Alors, malheureusement, le temps de les mettre au monde, le temps de les élever de cette manière-là, etc., on sera déjà dans le mur. Donc, continuons à l'expérimenter. Voilà. Je veux pas être complètement négative, mais j'ai un peu du mal sur cette question du cadre parce que ce sont des outils. Et les outils, comme tous les outils, ils peuvent être utilisés de tellement de manières différentes que voilà, moi j'ai vu des choses qui m'ont pas donné une grande confiance dans ce cadre. Ceci dit, heureusement qu'il y a des gens moins émotionnels que moi qui travaillent sur ces sujets-là. Peut-être une autre question, ou alors on se donne le temps de... Ah pardon, Chloé, excuse-moi, c'est vrai que je t'ai coupé le sifflet, je suis désolée. Ouais, donc le cadre alors de la sobriété heureuse du coup. Pour moi, parce que j'entendais César pleurer, je me dis qu'il était peut-être temps qu'on rende l'antenne, c'est pour ça. Pour moi, il vient du travail d'introspection et de vraiment aller chercher à l'intérieur de soi. Donc c'est vraiment un travail personnel, bien évidemment sur l'éducation et aussi du coup le pouvoir d'observation des adultes sur les enfants, qui sont dans leur enthousiasme et justement dans leur être au monde. Et donc, ça se loge, bien évidemment, la solution se loge souvent en l'enfant, c'est-à-dire retrouver cet enthousiasme face à la vie et cette confiance en notre mouvement physiologique que si on laisse l'enfant se développer physiologiquement, eh bien, on voit que en fait l'enfant va vers ce qui est juste pour lui et va surtout répondre à ce qu'il est et à ce qu'il voit. Et donc surtout se connecter à sa part d'enfant et à son enthousiasme d'enfant et son émerveillement. Je crois qu'on va se connecter peut-être à l'enthousiasme de Césarie, qu'on entend un petit peu. Nous allons prendre congé, nous allons reprendre le temps. J'espère que cette soirée, ce débat, cette discussion vous a appris de nouvelles choses, vous a enseigné, vous a donné envie aussi de ralentir, de regarder un peu autour de vous, et que vous allez continuer pendant tout le week-end, parce que voilà, c'est important, ça ne s'arrête pas là, ça ne fait que commencer. Et donc moi je vous attends demain à 11h avec Nelly, on change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, et puis on se retrouve après avec 15h avec Mathilde pour des rencontres littéraires autour de leurs 2 ouvrages. Donc l'ouvrage Ralentir de Nelly et le fameux côté obscur de la force des startups sur lequel on va largement revenir avec Mathilde à 15h. Voilà, merci infiniment. Et dimanche à 11h. Ah pardon. Ah c'est parce que moi j'y suis pas. Désolément Chloé, mais je t'en veux. Je suis désolée. Donc Chloé, attends, tu as ta minute. Donc 11h. Moi c'est dimanche à 11h sur la parentalité slow. Et quel endroit? Comme ça on va te donner. L'école Langevin. École, en plus Langevin. Voilà. Alors, l'école Langevin sur la parentalité avec Chloé à 11h dimanche.